Oh, Salut, ça va? ça va et toi? Et ça fait longtemps que je suis pas arrivé le premier sur le live. Je vois ça, je vois ça. Comment tu vas? Je vais. Tu vas? Snen, ça va? Les chiennes, ça va? Ça va mieux? Oui, ça va très bien. Et toi? Ça va. De repos aujourd'hui, ça fait du bien. Ben, j'ai compris, puis si t'es monté en premier, c'est que tu es de repos. Ouais. Ah là là. Tu me crois, j'ai dormi hier de 2 heures jusqu'à 1 heure aujourd'hui. Jusqu'à 13 heures. Maintenant, je vais leur dire, s'il n'y a pas 100 000 likes dans une demi-heure, je ferme le live. Le live. Ah ouais, j'aurais dû te le faire. Et bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous êtes sur le live de Nordine El Kibir. Parlons aviation, parlons aéro. Je vous invite à liker, à partager un maximum ce live. On partage, on clique, on aime, on s'abonne, on n'oublie pas les cadeaux. C'est bon? C'est bien que tu sois de repos de temps en temps comme ça. Alors, quoi de neuf sinon? Ben, rien de spécial. Rien de Ouais, spécial. Comme d'hab. Il fait très beau. ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, Très très beau. j'ai vu ça. Non, je dois descendre normalement bientôt là. Ouais. Hmm. Là, tu fascines. Ah bah, j'y compte bien, j'y Ouais. compte bien. Attends, là, il y a une réunion de copro là, que je dois absolument être là. Donc je serai là. Je serai là. Super, super. Et le fils, ça va, il va bien? Et ton stage, ça avance? Bah écoute, là en ce moment la météo à Paris, c'est un peu compliqué, hein. Ouais. C'est un peu dur, hein. T'as beaucoup de nuages bas, c'est beaucoup overcast 300, 400, 200 pieds, c'est vraiment relou. T'as de la brume, t'es en Ouais. condition de givrage, c'est un peu dur. Et la dernière fois j'ai voulu me mettre, mais le seul brin de soleil, t'as bien compris que les mecs ils se sont mis avant, il n'y avait aucun créneau de dispo. C'est vrai. C'est vrai. Bon, Mars, j'espère que Mars, Mars, oui. Il risque on va comment, ouais. ouais, on va commencer à reprendre un petit peu. Parce que avril, je suis censé être en FI instructeur. Donc, mais bon, je sais pas comment ça va se passer parce que j'ai pas eu le temps de bosser. D'accord. On verra. On verra bien. Spanish, ça va mon bassiste? Combien tu parles? Je sais pas Ouais, pourquoi tu dis d'accord. ça. J'ai pas compris non plus. J'ai pas compris non plus. On va voir. Oi France. Oi France. Ça, il est nouveau, lui. Oi France. Salam Voyez, alaikum. Salut. salam, voyez France. Salam alaikum, commandant. J'avais une petite question à vous poser rapidement. Ouais. La dernière fois, on parlait, je sais plus pourquoi, mais on parlait comme quoi il y avait certains aéroports sur lesquels c'était interdit d'utiliser les rivers. Et j'avais oublié la raison. Donc voulais que vous me le rappeliez parce que j'ai complètement oublié. C'est les aéroports généralement qui demandent de ne pas utiliser les reverse de nuit pour la nuisance sonore. Surtout pour la nuisance sonore surtout. Et de jour, parce que les taxiways de dégagement rapide, donc ils leur donnent des dégagements rapides, donc aussi pour le bruit, pour l'inversion de trucs, pour l'écologie, pour beaucoup de choses, donc voilà. Mais il y a des aéroports dans la 10-4, dans le papier 10-4 de l'aéroport, il est strictement interdit d'utiliser la reverse. Voilà. D'accord, merci très bien pour ces précisions, commandant. De rien. Merci beaucoup. J'arrive pas à le faire monter Farid, mais je sais pas pourquoi. Non, j'ai pas fait exprès, ça m'a écoute, désolé, je redescends, j'y connais rien, moi, aux avions. Ben, c'est bien descendu. Farid. Salut les amis, salut Nordine, salut Spanish, salut le chat. Salut, salut Farid.
Ça va. Je tenais à m'excuser, ça, voilà. Je tenais à m'excuser pour le dernier live mardi, là. Je me suis emporté un peu. Tu sais que j'avais poussé une gueulante quand quelqu'un que j'avais fait monter. Ouais, Et, il faut laisser. c'est-à-dire que j'avais la responsabilité, c'est moi qui l'ai fait monter, et il reste avec le micro ouvert, en plus avec du bruit. Donc ça m'a aidé un peu. Voilà, Adam Hakem. Allez, bon, il a dû comprendre, mais bon, il faut. Maintenant, bon, des fois, tu sais, des fois, c'est pas de leur faute, hein, ils montent directement, c'est comme ça, hein. Ils n'ont pas le réflexe du micro, hein. Mais bon, Absolument, absolument. ils devraient avoir le réflexe du micro, monter, rester en mute, surtout quand quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle, il y a un retour de voix et donc ça gêne un peu la communication. Et là, j'ai compris ton exaspération souvent. Là, j'ai vraiment senti ton exaspération. Oui, tu sais, dans les live TikTok, il n'y a que l'autre qui peut laisser son micro ouvert parce qu'il n'intervient, il n'interfère pas. Et quand il interfère, moi, je le sais d'ici, donc je l'arrête. Et quand j'ai du bruit, là, j'arrête mon micro. Moi-même, je peux l'arrêter chez moi. Donc, bon, j'essaye de faire avec ça, quoi. Bon. Tout à fait. En Ça va, fait, les gens, Spanish? ils ont pas l'habitude. Ça va et toi? Ils n'ont pas l'habitude de mettre leur micro sur mute parce que la plupart de tous les lives, le micro est ouvert. C'est pour ça. Le micro peut être ouvert, sauf quand l'autre demande qu'il y ait une discussion, mais en alternance. C'est-à-dire le gars parle pendant que l'autre écoute. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Mais quand ils parlent tous les deux en même temps, c'est un brouhaha total. Personne ne comprend rien du tout et ça fait un peu brouillon, quoi. Et ça, c'est pas bon. Ouais, c'est insupportable. C'est Là, insupportable. ce qui veut dire, Spanish, c'est que dans tous les lives, ils laissent tous les micros ouverts. C'est vrai, il a raison. Ouais, j'ai compris. Bah, parce que bon, ben, ça, c'est des lives où chacun veut parler plus fort que l'autre et voilà, bon, c'est leur business, c'est leur truc. Mais ces lives-là, ils ont 1 million de vues et de likes et ils ont 700, 800 de participation. Et écoute, comme il reste pas beaucoup, 23 minutes, sinon, si on n'est pas à 100 000 likes, j'arrête le live. Oh, il m'est arrivé un truc, Nordine, là, avec un capitaine, là. Laisse tomber. L'avion full cargo, full bagage. J'ai un zéro fuel à 176, 176 et des poussières. J'arrive dans le cockpit, il me dit, hey, ma limitation du jour, c'est 173. Je dis, ben, comment on va faire? C'était un vol humanitaire, il m'a fait débarquer tout le fret, parce qu'il avait une limitation à 173, alors il peut monter à 181 en vrai au zéro fuel. Mais en fait, après, parce que je lui ai posé la question, et apparemment, tu t'es déjà posé à Mayotte, Non, à DZA de Dzaoudi. Il me disait que c'était super chaud, que la piste a fait 1100 mètres. 800 mètres, c'est pas beaucoup. Exactement. Et en fait, c'est pour ça que mon zéro fuel, je te le bloque à 173. Ouais. Ah ouais. Et ça a fait un bazar, pas possible. Comment que ça se fait Parce que la compagnie, elle fait 1100 oui, mètres la piste de Mayotte, je vais vérifier après ça. 1100 mètres. Pas beaucoup, ça. 600 mètres ou 1100 mètres? 1100, 1100, 1100 mètres. 1100. 1100 mètres, ouais. Et du coup, c'est pour ça, il y a toutes les mecs des opérations qui sont venus là, de la compagnie du cargo. Il a dit, ouais, mais attends, c'est un vol humanitaire affrété par le gouvernement. On est obligé de le prendre. Captain, il lui a dit, écoute, si tu veux que ça soit un vol humanitaire, on charge. Mais il m'a dit, tout ce que tu as là, tu le laisses. Moi, vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Moi, il m'a dit, et c'est la première fois qu'on me parle comme ça. Il m'a dit, tu te démerdes, 173 non zéro fuel. Je lui ai donné un zéro fuel, j'ai réussi à faire un zéro fuel à 172 799. Eh ben, vraiment bien cher. Ouais, ouais, en fait, j'ai dépoté quelques trucs, j'ai mis à droite, à gauche. Mais ouais, 173, c'est peu, hein. Oui, Et c'est peu. 1100 mètres, c'est encore pire. Ça veut dire que tu dois vraiment arriver très court, hein. C'est là où je comprends pas, justement. Attends, je vais vérifier un truc. Là, regarde. À DZA, Zaoudi.
Ouais, ouais. De toute façon, Spanish, le cost index, il prend, bien sûr, et bien évidemment, on compte la piste d'arrivée. Oui, mais en fait, eux, ils ont une limitation au zéro fuel du jour par rapport justement à leur landing, en fait. C'est le landing le plus important pour eux par rapport à la piste. Salut JB, ça va? Elle est à l'hôpital, JB, je savais même pas. Ouais. Bon, ça, je suis sorti de l'hôpital, mais il faut que je me repose. Donc j'écoute. Ben, repose-toi. Repose-toi. Oui, t'es à l'hôpital. Repose-toi, JB, j'espère que ça va. Non, il va mieux, il va mieux. Bon, tant mieux. Et reviens nous donner des cours sur l'aérodynamisme. Reviens très vite. Donc ça C'est veut dire. dommage parce que Non, Mayotte, écoute, Mayotte, c'est ouais, 1930 mètres. Et je pense que donc il y a des travaux, c'est pour ça qu'ils l'ont. c'est ça. Et ils l'ont raccourci à DZA, hein. Ouais, ouais, des aides. DZA, Zaoudi, ouais. Et les mouvements à pleine charge, la plupart des gros porteurs ne permet pas les mouvements à pleine charge, justement. C'est ce qu'ils te disent. Voilà, donc, récif corallien, répandre la présence de récifs coralliens préservés complique toute extension. Ils peuvent pas faire d'extension de la piste à cause des récifs coralliens, justement, pour préserver la faune. Et je pense que, bon, il y en a 1930 mètres en réalité. Je pense qu'ils sont en travaux, c'est pour ça qu'elle est limitée à 1100 mètres pour l'instant. Et donc, c'est vrai, il avait raison. C'est son droit. Oui, tu sais, il va rien inventer, lui. Tu Il va sais, après les données. Hein, tu sais, il fait bien sûr. Tu sais, moi, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, il me dit 172, c'est 172. Le truc, c'est quoi? C'est qu'ils ont une politique un peu particulière. C'est que les captains, des fois, ils nous donnent des instructions. Donc, nous, on les suit. Et après, tu as derrière les opérations du fret et du cargo ouais. qui t'allument derrière. Pourquoi t'as pas pris ça et pourquoi machin? Si t'avais fait ci, ça aurait pu passer. Mais à chaque fois, on se prend la tête avec eux. On est obligé de faire des rapports. Pourquoi on prend pas le fret? Pourquoi on le dépose? Pourquoi nanani? Pourquoi nanana? C'est une galère. C'est chiant. Tu peux répéter l'aéroport, il demande IRDZ. Bonjour, quel aérodrome? Des aides. Mayotte. Mayotte, des aides. Mayotte. Aéroport de Mayotte. Ils ont envoyé, c'était un vol humanitaire. Les pompiers qui sont partis, et les gendarmes, des médecins, et ils ont envoyé des cargaisons de denrées et de médicaments. Tu disais quoi, Félix? Je t'ai répondu. Tu l'as entendu ou pas? Mayotte. Ouais, ouais, c'était pas pour moi, c'était pour IRDZ. Il te remercie d'ailleurs. C'était Ah, IRDZ qui voulait savoir. tu tapes Mayotte, des aides. Et tu as le truc, tu as toutes les informations. Même sur Wikipédia, tu l'as. C'est 1930 et voilà. 15. Il y a 14, 3000 likes, 3300. À 14, il devrait y avoir 14 000 déjà. Donc voilà, moi, je vous l'ai dit. Autoblack Max et full usage. Oui, bah oui. Allez les gars, on like, on partage. En fait, IRDZ est à éviter absolument l'autoblack Max. Ça dépend sur 37, oui, mais sur les gros porteurs, non. On n'utilise jamais l'autoblack Max. L'autoblack Max, Ouais, il m'a dit. c'est pour le RTO, Je, c'est pour la l'UTFT, quoi. je lui avais dit justement, mais moi j'ai eu le même réflexe, Idir. Je lui ai dit auto-break à fond, il m'a dit surtout pas. Interdit. On freine au pied, ouais. Non, ils mettent médium. Quand c'est une piste qui est courte, ils mettent médium. Quand ils mettent médium et full reverse, bien sûr. Et ensuite, à la diminution totale de l'énergie cinétique, bien sûr, vers 100 nœuds. Après, ils commencent à freiner. Et là, ils freinent. Hein. Là, ils freinent parce que c'est pas beaucoup. Ils ont du courage de se poser avec des 330 sur des pistes de 1100 mètres. Le problème, c'est le décollage. Pour le décollage, quand il rentre, ben, il va pas prendre grand monde. Ben, là, c'est des trucs humanitaires, comme tu dis, donc c'est surtout là qui les Ouais, intéressent. en fait, si tu veux, d'habitude, ils font le voyage inverse. C'est-à-dire qu'ils partent d'Orly, ils vont à La Réunion, et de La Réunion, ils vont à DZA. Donc déjà, ils déchargent pas mal de choses. Là, ils ont changé, ils ont fait un DZA direct,
Et justement, le capitaine, il était en train de dire qu'il allait faire un rapport parce que c'était une grosse connerie d'envoyer l'avion full palette, full cargo, full conteneur, full bagage sur une piste qui fait 1100 mètres. Ouais, ouais. Bon, 1100 mètres, je t'ai dit, elle fait 1950. Mais 1100 mètres, je suis sûr qu'il y a des travaux de début ou de fin de piste. Là, donc voilà. Je sais pas. Moi, il m'a dit 1100 mètres. Il m'a dit on a 1100 du jour, c'est 172, on a 1100 mètres pour s'abaisser. Ah, C'est la tolérance. non, 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 attends. C'est peut-être parce que quand il a fait ses calculs sur la landing distance, il a trouvé 1100 mètres sur les 1950. C'est vrai, parce qu'après, il lui faut du temps pour. Il va se poser sur 1100 et il lui restera le temps pour freiner, c'est-à-dire. Je pense. Voilà, donc voilà, là je comprends mieux. C'est son système qui lui dit ça. IRDZ, encore une fois, l'autobreak max sur Airbus, c'est surtout pour la FTO, pour le reject takeoff. Il faut mettre sur max. Si tu mets sur max, tu vas laisser les pneus quand tu te poses. Je pense qu'il y aura des recrutements sur Air Algérie d'ici quelques années. Je commence ma formation. Probablement. De toute façon, avec les avions qui sont prévus arriver au Djibouti, oui. Les gars dans le chat, là, on est 22, s'il vous plaît. On like, on partage. Il a dit minimum 10 000. Sinon, il s'en va. Alors, s'il vous plaît, tapotez, ça prend 2 minutes. On devrait être à 28 000 maintenant. Il y a 28. Avec une organe de piste, interdit de faire un kiss. Bah, s'il se pose sur les plots, non, il aura fait son kiss. Mais maintenant, s'il veut s'arranger à eh ben, il va bouffer la piste et il va se retrouver sur le site de Corail. Oui, Mourad, 60% de la LDA, oui, pour un jet, c'est vrai. Donc c'est 60%. C'est Abdella et Estelle qui veulent monter, je crois. Nordine, si le premier pilote en a bien la pointe du moustache 57, je n'ai rien compris à ta question. Nordine, si le premier pilote, non, je ne suis pas le premier. Il y en a eu avant. Ahmed, il ne donne pas d'avis sur les écoles. Tu as une idée sur l'école Flyence à bientôt en Grèce? Non, je pense qu'il y a un copain de promo dont le fils a fait l'école là-bas. Apparemment, il a fini et tout. Mais je n'en ai aucune idée. Il faut rentrer sur Internet, Flyence, Aviator, et tu rentres, tu vois ce que ça donne et ce qu'il propose. MeToo. T'as vu qu'Amelia, ils sont en train de bien se développer là. Hein. Ils Ouais, prennent beaucoup de, ils prennent beaucoup de place là. j'ai Ils prennent compris. beaucoup de vols. Ouais. Et c'est quoi ça vient de quoi une alarme filtre fuel, Nordine? C'est le Glock, c'est le colmatage filtre. D'accord. Le filtre, il y a la carabine là, qui passe, mais il y a un bypass. Bon, C'est en bas au niveau du train avant, non? Il y a pas des tests en bas au niveau du train avant, je sais plus comment ça s'appelle. Des espèces de poussoirs, non? T'as pas ça pour voir si tout passe? non, Pas c'est un pas. truc à l'avance? Non, pour le fuel, tu parles du testeur. C'est là où il teste Ouais, s'il y a de l'eau et trucs. Non, ça n'a rien à voir. Là, ça s'allume sur l'ICAM. Fuel ouais, wipe. c'est ça. Et ça peut arriver quand ils changent les filtres, non? Ça peut arriver, mais en général, quand ils changent le titre, ils font ce qu'on appelle un recycle du système. Donc, ils font faire passer le fuel à droite à gauche pour voir. Ils font des essais avec un point fixe et ils voient s'ils ont un Glock ou pas. Mais sinon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ça pose pas de soucis. Parce hier au roulage, il avait eu ce problème-là, une alarme filtre fuel, mais ça ne l'a pas empêché de Ouais, décoller. parce qu'ils ont le bypass. Mais ça veut dire que l'avion, il a fait passer la nuit là-bas ou pas? Ouais. Donc voilà, Enfin, ça peut expliquer que c'est. il était arrivé le matin. Il était arrivé le matin.
Aux basses Il est températures. pas Aux basses températures, il est parti l'après-midi, oui. exactement, ouais. Enfin le soir. Ouais, Et ça passe à la ML, Nordine? ouais, ouais. Ça dépend des avions. Qui m'a 37, si tu as ça, c'est qu'il faut te poser rapidement. L'Airbus, tu peux l'avoir. Mais ils te disent, tu rentres dans le truc maintenant, tu vas voir, c'est bien expliqué, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut réchauffer le carburant, le refaire passer, etc., faire un transfert, simplement. Bon, toute une procédure, hein, et surveillée. Et tout ça, c'est des procédures, si tu veux. Ça va et toi, Walid? Salut En Walid. ce moment, en ce moment, la plupart de la flotte là, on démarre au air start. Là. Tous les APU ils sont inop. Là. Il y en a au moins trois. Ben, à force de les utiliser, c'est normal. Tu sais, en général, à l'âge, les aéroports, salut Walid. Les aéroports sont dotés de GPU ou d'ASU. C'est à cause de ça, justement, c'est pour essayer de ne pas user sur l'APU, parce que l'APU, c'est un système travaillant aussi. Si tu le mets, Ragda. Là, il nous est arrivé à un moment donné, on avait des problèmes d'APU. J'ai à cause de ça. À cause de ça, parce qu'on utilisait beaucoup d'APU, parce qu'il n'y avait pas de GPU. Les GPU qu'on avait sur l'aéroport étaient en général en panne, parce que trop utilisés ou pas beaucoup en nombre. Donc les avions, ils étaient en séquence pour avoir les GPU. Et donc on laissait l'APU. Mais laisser l'APU, donc il faut savoir que ça consomme déjà, c'est à peu près allez, 128 pour un 37, à peu près presque 200 pour un 330 et un 777. Et ça fait du bruit. Et c'est pour ça que dans les aéroports internationaux, on demande à ce qu'il y ait le branchement du GPU. C'est-à-dire le truc que tu as vu d'ailleurs sur le satellite ou bien en physique en bas, en GPU. Et extinction de l'APU carrément. Si le gars laisse son APU, sur des aéroports, c'est des amendes. Il y a hier qui te dit qu'il y a une grosse tension sur la pièce dans le monde entier. Ah oui, 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 tu sais, les avions, ça travaille tous les jours et Ils volent les avions. Je peux te dire qu'ils les rentabilisent. Hein. oh, ça c'est clair. Spanish, tu penses qu'il les rentabilise en cargo ou en passager? Bah, il y a les deux. Et en fait, quand toi tu prends l'avion pour ce que les gens ne savent pas, quand toi tu prends l'avion pour aller, je te dis une bêtise, à Maurice, à La Réunion ou ce que tu veux, il y a du cargo. La moitié, c'est plus de la moitié, c'est du cargo hein, dans n'importe quelle destination. Hein. Après, Ouais. t'as des compagnies comme ASL par exemple, qui font du passager la journée et le soir, dès qu'il arrive au bloc, t'as une équipe qui vient, il retire tous les sièges et la nuit, il vole en cargo. Et le lendemain matin, il revient en passager. Ils font pas du mixte. ASL Ouais, moitié cargo, moitié, que je parle de cabine, hein, cabine. Ils font pas ça? euh, Non, non, cabine, ils font full cargo le soir, la Non. nuit. Oui, parce que La même, jour. des fois, il y a des compagnies qui font un mixte. Quand ils n'ont pas beaucoup de passagers, ils remplissent moitié passagers, moitié cargo, spécifiquement parce qu'ils ont les équipements pour dans l'avion. Là, on avait à un moment donné, on faisait ça avec un avion, ensuite ça a arrêté. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident comme ça dans les années 90 justement où il y avait, il y a eu un feu. Ouais, C'est bon, oui, tu te rappelles de ça? Cabine moitié cargo, moitié. ouais. Il a pris feu dans la moitié cargo. Ouais. Ben voilà, Kadawi, tu as raison. Éthiopien fait ça. Éthiopien fait ça quand ils ont ce qu'on appelle les saisons basses. Ils font du mitch-mitch. IRDZ, oui, tu parlais de l'ASU, démarrage sur Air Supply Unit. Oui, ben tu sais, c'est strident, ça fait du bruit, mais c'est une procédure normale, parce que le gars, il avait probablement, donc c'était que l'ASU, ça veut dire qu'il avait l'APU pour la génération électrique, et il n'avait pas d'air. La bleed APU devait être en dispatch, la bleed APU. Donc voilà, il fait un démarrage avec un ASU. Il utilise l'électricité de l'APU, de la génie APU, et l'air de l'ASU. Oui, en général, quand ils sont bien formés, je te dis, quand ils sont bien formés, ils font du bon boulot. Hein. Non, un ATEC, je suis à la retraite.
Ben, ils veulent qu'on arrête le live. On va arrêter. Un Spanish. Il y a des jours comme ça, hein, tu sais, il y a des jours où 16 personnes, on a rarement fait ça, hein, 16 personnes. C'est un jeudi, je crois. Je ne travaille pas au nombre de personnes parce que j'ai le statistique sur les spectateurs. Le problème n'est pas là. Moi, je parle des gens qui ne likent pas. Ils ont des problèmes, je pense, ils ont de l'arthrose. Là, on a affaire à des gens qui veulent faire pilote, mais ils ont de l'arthrose. Ou ils s'intéressent à l'aviation, mais ils ont de l'arthrose sur les doigts. Ils ne tapotent pas assez. Le point moustache 57. Sur quel appareil vous êtes actuellement? Je suis sur le fauteuil de mon salon et en face de mon écran pour faire du TikTok. Voilà. Non, je suis à la retraite, moustache. C'est Spanish qui vole beaucoup. Spanish pas. Et régulièrement, ça quoi alors comment? Dans ce moment, il publie des photos moroses. Ah bon? Oui, non. Alors, Pas des t'as photos. La musique, la musique. La musique, t'as la musique, qu'est-ce qu'il m'a dit? t'as les cérémonies funestes. Funèbre, les séries de l'armée, de l'armée américaine, au frère. C'est vrai. C'est Où vrai. là, il a fait, et là, à l'instant, il a fait une sur le corner, et il a mis un cercueil en bas. Bah bon, c'est une réalité. Tu sais, quand tu formes les gens, il faut leur mettre le doigt sur le fait que si c'est comme ça, c'est la mort assurée. Donc le gars, c'est gravé comme on dit, comme on nous disait les instructeurs, il faut que ça soit gravé au fer rouge. Qui met les cailloux de bétail. On te grave des items au fer rouge. Et Ah si ouais, tu te rappelles de quelque chose, tu te dis, hop, attention, danger. Et c'est comme tout à ça fait. qu'on avance, hein. Sinon, Walid, tu en es où avec ton stage, Walid? Tu es peut-être occupé, non? Ces examens, tu veux dire. Ah oui, avec les examens, oui. Walid est là. Salut le revenant, salut Walid. Salut à tous, Salut, Walid. comment Bon, ça allez, va? allez, écoute, puis tu viens de monter, il y a Anna Kett qui dit mon fils aimerait devenir pilote, mais je ne sais pas comment procéder. C'est pas à vous de procéder, madame. C'est d'abord il a quel âge et il faut voir si C'est quoi ses projets surtout? voilà. Où il a envie de travailler? Il faudrait qu'il fasse la différence entre aimer devenir pilote et pouvoir être pilote. Exact. Ah, c'est Il pas y a pour quelque chose. hein. Il y a- C'est un truc très sérieux. Et il veut épouser une carrière, donc il réfléchisse à deux fois, qu'il y a un plan B aussi, dans le cas où ça ne marcherait pas au niveau santé plus tard. Et donc ça dépend quel âge il a. Est-ce que vous avez les moyens de lui former une formation? Dans quel pays il est? Est-ce qu'il a le background nécessaire? Est-ce qu'il a les prérequis, etc., etc. Donc voilà comment procéder. Procéder par élimination. Prendre votre fils, discuter avec lui, voir déjà ses compétences, ses trucs cognitifs, si vraiment... C'est pas vouloir aimer faire quelque chose pour le faire. Salut, Chanel. Parce qu'on veut... Allez, moi aussi, je veux devenir milliardaire. Hein. Comment procéder? C'est difficile. Faut surtout prendre le temps, faut pas se précipiter parce que ça engendre beaucoup de dépenses. Et si on fait pas le bon choix, ça se percute sur l'avenir. Exact. Pensez-vous que l'art du pilotage restera une composante importante dans les avions de demain? Oui, pour l'instant, c'est-à-dire encore beaucoup de temps. Parce que c'est pas demain la veille, même si maintenant il y a des drones, il y a des taxis sans pilote, trucs et tout. C'est pas pour faire accepter à l'être humain déjà que qui prennent un avion, déjà il commence à réfléchir deux fois, sauf s'il est pressé, il fait des affaires, il prend un jet ou là.
Faire des avions sans pilote, pour l'instant, je pense pas. Mais l'art du pilotage, quel que soit, même si le gars est appelé à piloter des drones à partir de son salon, comme je suis assis ici, ben ce sera un art. Parce que il faut de la connaissance, il faut avoir des notions pour faire ça, il faut faire une formation surtout, sur des procédures, etc., etc. Donc c'est comme ça. Un enquête, voilà, de rien, mais encore une fois, prenez votre fils et faites un éventail des choses. L'âge, le pays où vous êtes, comme disait Félix tout à l'heure, les moyens, la santé, etc., etc., et les études. Maintenant, si le gars est prêt à tout faire, c'est pas de problème. Hein. Je vois pas où ça peut poser problème. Conseiller aussi, Nordine, de choisir une filière scientifique. Oui, en 3 balles de Sora, ça c'est clair, parce qu'on va lui demander. Surtout si ouais, il va passer des tests pour accéder. Oui, oui, il n'y a pas que des aéroclubs, même dans les avions de ligne, les avions se pilotent aux fesses à l'approche après les minima. Hein. Après, c'est le automatisme. Après, c'est les fesses qui prennent le relais après. Oui, si tu veux, bon, parce que c'est devenu comme ça, c'est une façon de parler, mais réellement, c'est le feeling, c'est le doigté, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas l'expliquer comme ça, sauf si tu mets le gars dans un simu, tu lui dis voilà comment ça se passe. Et à un moment donné, il va ou refuser le sol, ou accepter le sol, ou percuter la planète, ou rebondir, ou tu vois. Et ensuite, après, à force de forger, on devient forgeron, et c'est comme ça que ça marche. Les automatismes ça pour l'instant, poser un avion dans des conditions de vent relativement calmes. Même les automatismes savent aussi poser des avions, même dans des conditions de vent relativement pas calmes. Mais, encore une fois, c'est les procédures qui diffèrent parce que dans le cas où ça foire, c'est toujours celui qui pose l'avion qui va être responsable, que ce soit le pilote ou le commandant. Donc, à un moment donné, il y a des normes et des limitations à ne pas dépasser. Le gars, tu peux laisser ton avion le faire, mais tu vas voir cet avion, euh, euh, le robot, si tu veux, robotiquement parlant, il va réagir d'un côté comme un autre, sans faire attention à soi. Il n'a pas d'oreille interne, lui, il a un gyro, il veut être sur 3 axes, direct, mais il a aussi vraiment. Donc, l'être humain est à mieux, à un moment donné, de réagir dans le sens ou dans l'autre. Et quand on dit un vent de travers, il faut mettre le manche, quand c'est le manche, ou là le side, quand c'est le side, dans le vent et le palonnier contraire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a la sensation, et comme tu vois une piste comme ça, et tu arrives comme ça, pratiquement en perpendiculaire, ensuite faut décramer. C'est toute une technique. Je voulais te dire aussi, Nordine, tu confirmes que les side sticks ne sont pas synchro. Non, Les si- non. Oui, non, les side sticks, tant que tu touches pas les sides, il n'y a pas parce que si quelqu'un est en train de piloter, l'autre doit avoir sa main en transparence sur le pilot not flying, en transparence sur le side stick. Rien que dans le cas où il y a un problème et qu'il doit absolument prendre des commandes. Mais s'il touche, c'est tellement sensible qu'il va y avoir dual input. Et quand il y a dual input, c'est inscrit et ça sort dans le DFDR. Ça sort même chez Airbus. Hein. Et ça sort chez le safety. Parce qu'ils ont le profile, ils ont le database, ils ont tout. Ouais, donc c'est pas comme Boeing, le manche, tu sais, bon, quand le flying touche le manche, il bouge. Oui, parce que Tu c'est. parles de visu, toi, Khalid. Si on arrive à voir à travers le manche ce qui se passe ailleurs, c'est ça? Non, non, la synchronisation, c'est-à-dire que comme sur Boeing, tu sais que le manche, si tu bouges toi en tant que flying, le pilot monitoring, son manche bouge également. Oui, mais Mais sur Ah, Airbus, c'est ça, non. c'est ce que je dis, ouais. parce que ce n'est pas un fly-by-wire. C'est un side stick. Il est comme ça. C'est un side stick. Et il travaille sur
une certaine enveloppe. Et le gars, quand le gars manipule, quand il est, bien sûr, pas sous PA, parce que sous PA, tu ne vas pas prendre de side stick. Si tu prends le side stick, si l'autre il touche, il y a un dual bleed, dual input. C'est-à-dire que les computers vont détecter que quelqu'un a touché dans un sens contraire ou dans l'autre, alors que celui qui est en train de piloter est dans un profil bien précis. Et il va t'interdire de faire ça, mais il va te le dire. Même en instruction, quand on faisait de l'instruction, même en tant qu'instructeur, on s'interdisait un petit peu d'intervenir, sauf si vraiment on sentait il allait y avoir une gagate, alors on dit I have control, pour que le gars lâche. Parce qu'il faut absolument qu'il lâche son side stick. S'il reste là, et s'il garde la main par stress, par tout ce que tu veux, eh ben, il faut savoir que le dual input va gueuler, et ça gueule, hein. Dual input. Et ça sort dans les défauts. Et après, tu dois justifier ça. Bon. Salut, Maridine. Salut, Pilot. Salut Nordine, salut Farid, Salut, salut, Tahar. salut Salut le chat. Tahar, comment vas-tu? Ça va très Salut, bien. salut le Gharbi. Tu étais dans le taxi. Ouais, je viens tout juste de rentrer. J'ai Merci. vu, j'ai vu Hassi Bijaya Alger. Bijaya Alger, le commandant, c'était un ami de Tassili. Donc j'étais dans le poste. C'était un vol de 22 minutes. Oui, bien sûr, c'est ça. Le gars, il est monté au niveau, il voulait monter au niveau 200. Alors il est monté au niveau 180. Il a fait même pas 2 minutes de croisière, même pas. Oui, oui, rapide. Les approches se font par Limon ou là sur Zemmouri direct? Limon. Ah, d'accord. Ouais, direct Limon, il a fait une 23 ILS. Ouais. Nautique, il y a rien. Il y a- J'ai pas vu, mais je sais pas, c'est peut-être 62 nautiques ou quelque chose comme ça. J'ai vu le DME à un moment donné, il était à 56, mais c'était après le décollage. Brahim, comment va-t-il? Oui, ben, il va bien, il est sorti, il est bien, il se repose et il est à l'écoute dans le chat, voilà. Merci pour lui, Brahim. Laquelle de ces causes pouvez-vous imputer le dernier accident grave Alors, laquelle de ces causes pouvez-vous imputer le dernier incident grave que vous avez vécu? Oh, il y en a eu des incidents graves, non. Il y a eu un incident grave, mais ça c'était au début, pratiquement sur 37. Mais sinon, après, il y a eu des pannes, il y a eu pas mal de choses. Hein, mais tu peux imputer à rien du tout, sauf à, techniquement parlant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, il va falloir, tu as des checklists pour ça, pour parer à tout ça, et c'est tout. Hein. Mais sinon, non, il n'y a rien de. Mais rien n'est arrivé de folichon, quoi. C'est pas le réflexe qu'ont les pilotes en général, et puis on s'en est aperçu sur plusieurs crashs. Ce réflexe qu'ils ont lors du décrochage de tirer le manche ou bien de tirer sur le side stick, alors qu'il faudrait descendre et prendre de la vitesse. Ils ont ce réflexe-là, c'est incroyable. Ouais. Attends, Et- je tiens à saluer la mémoire de Bouchba, qui était Ah oui, un copain à nous. oui, Kamel, oui. Oui. Allah yarhamou. Et ben, Très grand monsieur, très grand monsieur. Oui, il y a son Salut épouse JB. qui est là. Il y a son épouse qui est dans le. oui je viens Salut. de voir ça, oui. Oui, Comment ça Kamel. va? Ça va, alhamdoulilah. Pas mieux JB. J'espère que ça va mieux. Fatigué, Je regarde les lives en fait sur YouTube. Et j'ai vu que tu étais malade. un peu fatigué. Mais ça va, je suis sorti au bout de 9 jours, ça va. Tant mieux. C'est parfait. Avec plaisir, Madame Bouchba. Tu disais, Nordine? Non, j'ai salué l'épouse Ouais. d'un ami à nous qui est décédé. Ouais, on rigolait bien. Tu l'as bien connu, JB.
Bien sûr, on a volé ensemble, oh là là, on a beaucoup volé quand il était encore copie. Après, bon, commandant, oui, peut-être que je lui ai fait de l'instruction, mais je sais que j'ai volé avec lui quand il était copilote. Oui, c'était un grand monsieur. Puis je le voyais en dehors. On s'était vu quelques fois en dehors. C'était un grand monsieur. Alors, le chat, vous avez des questions ou vous voulez qu'on arrête là? Pas de problème. Comme vous a dit Ismaël tout à l'heure, vous n'avez pas atteint les 10 000 dans les temps. Donc, Oui, donc je vous disais hier que j'étais en train de bosser. J'ai parlé avec Gérard d'ailleurs, c'est tout à l'heure. Je bosse sur deux trucs là, le TEM de Boeing là, et puis le BT, Evidence Based Training, pour le Recurrent Training. J'essaye de, comment dirais-je, de rendre ça un peu plus parlant, hein, pour faire une petite vidéo qui soit sympathique pour expliquer aux gens les enjeux en fait parce que le BT et le BTA, ça joue surtout sur les recurrent trainings. ouais. Et donc, en fait, les problématiques sont pas les mêmes entre la formation initiale pendant laquelle on apprend les procédures de base. On apprend à quelqu'un à contrôler une panne moteur, à contrôler ceci, cela, le reste. Bon, bref. Ça, c'est de la procédure de base, c'est de la gestuelle de base en quelque sorte. Mais après, on s'est aperçu qu'il fallait faire évoluer le truc beaucoup plus haut, puisque lors d'un problème ou quoi en vol, le pilote a plusieurs options devant lui, utiliser les automatismes, travailler en manuel, la répartition des ressources, enfin les crew resource management est de plus en plus complexe avec tous les automatismes que l'on a à bord, etc., etc. Donc les compétences qui sont requises au fur et à mesure de la carrière sont beaucoup plus complexes que les compétences qui étaient requises au moment de la QT, quoi, au moment de la type rating. Et c'est très intéressant comme démarche, parce que ça, c'est une première phase. Et puis la deuxième phase, le TEM, là, c'est surtout à propos c'est aller plus en finesse dans comment dirais-je, le débriefing des erreurs commises. Alors, sans vouloir trop rentrer dans les détails, mais il faut savoir que nos mécanismes cognitifs, lorsqu'on a appris à faire une tâche, etc., nos mécanismes cognitifs, sont imprégnés de cette tâche, on a appris à la faire et tout. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle des contextes inducteurs, qui vont venir perturber nos mécanismes cognitifs et nous amener à faire des erreurs, donc à faire des actions qui ne sont pas conformes à la tâche. Et ces contextes inducteurs, justement, dans le TEM, comment dirais-je, il focus dessus, enfin, comment on peut emphasize en anglais, parce que, en fait, le TEM, ça veut dire Threat Error Mitigation. Donc, ça veut dire atténuation des dangers, atténuation des erreurs. Donc, si tu veux, c'est prendre conscience dans une situation donnée, quels sont les dangers, en quoi ils peuvent affecter mes mécanismes cognitifs et m'amener à faire une erreur. Donc, diminuer déjà cette influence, et également sur les erreurs, tout ce qui peut être erreur de compréhension, erreur liée à une méconnaissance ou quoi. Tout ça, il faut que ce soit atténué de manière à arriver à un mécanisme de fonctionnement le plus efficace possible. Et le BTA, donc c'est à ce moment-là, ça joue sur l'assessment, ça joue sur l'évaluation. Lorsqu'on évalue un pilote en cours de formation, lors d'un recurrent training, il est fondamental que l'évaluation soit faite de manière tout à fait objective, pour éviter tous les biais d'évaluation. Je parlerai d'ailleurs des biais d'évaluation dans la vidéo là-dessus, parce que maintenant on est obligé d'arriver à une telle, arriver à une telle standardisation des pilotes pour d'abord l'interchangeabilité, et surtout pour avoir des comportements de plus en plus normalisés par rapport à l'avion, etc., pour pas qu'il y ait d'influence de l'émotion, etc., etc. C'est très, très intéressant.
Bon, c'est un truc que j'ai déjà maîtrisé, sur lequel j'avais déjà travaillé. Mais là, je vois que Boeing se met à ça. Moi, j'avais pas travaillé dans ce domaine-là, j'avais travaillé sur la gestion de l'erreur, dans la gestion de l'entreprise, etc. Déterminer quels sont les types d'erreurs, les fréquences d'erreurs, etc., de manière à mettre en place les actions correctives. Et là, c'est vraiment adapté au pilotage, et c'est très intéressant. C'est un domaine que je connais bien, et j'espère faire un truc intéressant. Voilà. Ben, Boeing a fait ça à la suite de grands sacrifices. Il y a eu des sacrifices pour ça. Il y en a eu des choses qui sont arrivées. Et donc, heureusement qu'ils s'y sont mis. Et maintenant, tout le monde va pratiquement emboîter le pas au niveau de tous les constructeurs. Salut Mahiddin. Mahiddin. Salut Mahiddin. Oui, bonjour Captain. Bonjour Salut. Walid. Salut. Bonjour Pilot. Bonjour Captain JB Morad. Bonsoir Mahidi. Ouais, Captain, s'il vous plaît, je voulais parler de cumulonimbus. ouais. Est-ce qu'un cumulonimbus peut être de différentes tailles par rapport à un autre? Oui. Oui. Tout simplement, ça m'a su réponse oui. Ça dépend de comment il s'est formé, où il s'est formé, à quelle altitude il s'est formé, et où il va atteindre son maximum Nusberg, s'il te plaît, Nusberg. Ça dépend, comme l'a dit Nourdine, ça dépend en fait d'un truc qui est ce qu'on appelle les critères de Pohn. C'est-à-dire, c'est les critères d'instabilité. Quelle est la tendance qu'a une particule d'air qui s'élève, qui s'élève sous l'effet de quoi que ce soit un front froid ou que ce soit un phénomène orographique sur une montagne? Quelle est la tendance de cette particule d'air à continuer de s'élever une fois qu'elle commence à s'élever? En fait, tout est une question de rapport entre la température de la particule d'air qu'on considère et la température de l'air ambiant. Tant que la particule d'air qui est en train de s'élever reste plus chaude que l'air ambiant, donc sa masse volumique sera toujours plus faible et elle continuera de s'élever. Et donc, plus cette instabilité, donc plus cet écart entre la température de la particule qui s'élève par rapport à l'air ambiant sera important, plus le développement vertical de l'orage sera important. Voilà. Donc, alors après, il se produit un phénomène quand il commence à y avoir condensation, l'instabilité tend à diminuer. Alors, c'est justement l'objet d'une des vidéos sur laquelle je suis en train de travailler à l'heure actuelle. Mais effectivement, tout dépend en fait de critères de stabilité ou d'instabilité dans l'atmosphère. Voilà. Ça dépend Merci, de Captain. la quantité d'humidité aussi dans l'air. Ça dépend en fait de l'hémagramme 761, si tu veux. La diabatique sèche, la diabatique humide. Tant que la diabatique sèche et la diabatique humide donnent une température plus élevée à l'air qui est en mouvement vers le haut par rapport à l'air ambiant, le mouvement ascendant va continuer, tout simplement. Voilà. Ceci dit, Mahiddin, même Oui, Captain. un cumulonimbus de petite taille, c'est-à-dire un tauric cumulus en formation qui se va vers l'expansion et qui, par des phénomènes de température, arrive à se transformer en cumulonimbus, même petit, il faut l'éviter. Parce que l'interaction, ça génère de l'électricité à l'intérieur, des vents ascendants, descendants, qui peuvent pratiquement te bousiller un avion. C'est pour ça que vous voyez pratiquement des avions déviés de la trajectoire, éviter tout ça, parce qu'ils voient ça sur leur radar, ou bien déjà de jour à l'œil nu, donc c'est à éviter comme la peste, quoi. Voilà, mais Exactement. Et tu comptes, JB, excuse-moi, tu comptes faire la vidéo aussi par rapport à la météo, non? oui, Mais ça sera après que j'ai été voir Gérard, parce que je vais reprendre le fameux bouquin de météo là, pour essayer donc de rendre la chose plus digeste. Parce que dans la version que j'ai faite à l'heure actuelle, c'est trop mathématique. ouais. Tu disais, Nordine, que cumulonimbus pourrait dégrader l'avion. Et je pense qu'on peut aller jusqu'au... Dégradé.
Euh, le désintégrer. Le Là, désintégrer, exactement. Ouais. il faut Bon, savoir que dans un cumulonimbus, à son stade, quand il est à son maximum, avant son autolyse, il y a à l'arrière du nuage, il y a un courant ascendant très fort, et à l'avant du nuage, il y a un courant descendant très fort, qui peut monter jusqu'à des 100 mètres secondes, etc. Donc, on imagine un petit peu à la surface de discontinuité entre la partie du nuage qui est intéressée par un courant ascendant et la partie du nuage qui est intéressée par un courant descendant, il y a des rotors absolument monstrueux qui se forment et aucun avion ne pourrait résister à un truc pareil. Les microbustes? Le microburst, c'est quand ça arrive au sol. ça, Là, on est dans le nuage. C'est deux surfaces. Si tu veux, tu as deux courants, tu as deux vents qui sont contraires, un vers le haut, un vers le bas. Donc tu imagines bien qu'à la jonction des deux, ça fait des sacrés rotors. Les microbursts, c'est quand c'est le courant descendant qu'il y a à l'avant du nuage, quand il arrive au sol et qui s'éclate parce qu'il est bloqué par le sol. C'est ça ce qu'on appelle le microburst. Mais là, c'est dans le nuage même. C'est les rotors qui sont liés dans le nuage. et c'est pour Parle- ça que c'est un évitement à faire à 40 nautiques pratiquement, ne passer ni au-dessus, très près au-dessus, ni en dessous d'un CB. Alors quand c'est le microbus, quand tu dis pratiquement proximité sol, ça c'est une rabattante qui va te faire aplatir directement. Et c'est pour ça Ah, que c'est quand il y a ça. une mauvaise météo comme ça, quand il y a une mauvaise météo qui est donnée par la TIS, le CB à vicinity the airport et tout, 8e Charlie Bravo, nana. Le décollage doit être décalé. Il doit être décalé, quel que soit le truc, parce qu'il vaut mieux ne jamais décoller sous un CB, ne jamais décoller dans une area où il y a 8e de Charlie Bravo. Parce que là, 8/8e, ça veut dire que c'est partout. Et donc, il n'y a pas d'escape possible. Tu ne peux pas décoller et dire, je vais, maintenant, si on te donne un CB à l'est ou à l'ouest ou au nord ou ceci, au décollage, avec le radar, même si c'est dans conditions IMC, les pilotes arrivent à l'éviter, quoi. Voilà. Pour vous donner, Captain, pour vous donner une pardon. idée de la puissance d'un cunimbe, il m'est arrivé une fois du côté de Lagos, au Nigeria. J'avais devant moi un cunimbe qui faisait 40 nautiques de diamètre, donc en gros 80 km de diamètre, d'accord, et qui, on avait essayé de mesurer la hauteur, il arrivait jusqu'au niveau 400 à peu près. Eh bien, ce truc-là, on l'a évité par 100 nautiques, donc 180 km. En ciel clair, on s'est ramassé des grelons. Parce qu'en haut du nuage, il y a ce qu'on appelle l'enclume, et il rejette là encore des scories, en quelque sorte, des grelons. On s'est fait mitrailler, donc, à 100 nautiques du nuage, pour vous donner une idée de la puissance de ces trucs-là. Ouais. Et est-ce que vous pouvez tomber sur une situation où il y aurait deux cumulonimbus? Oui, mais il faut jamais passer entre les deux. Il faut essayer d'éviter ou à droite ou à gauche en fonction de la direction du vent. Il faut jamais passer entre deux CB aussi. Sauf si vraiment ils sont éloignés. On ne peut pas faire autrement. Donc, Minimum, c'était 50 nautiques, hein. 50 nautiques. Minimum 50 nautiques entre deux cellules, mais en moins de 50 nautiques, il ne faut pas passer entre les deux. Jamais. Là, tu dis que c'était à 100 nautiques et tu as reçu des grêlons, donc Oui, parce 100 que nautiques, on peut dire que 100 nautiques, c'est 180 km, c'est ça, hein? 200, oui. Parce qu'en haut du nuage, tu as ce qu'on appelle l'enclume. C'est le moment où, en fait, les grelons qui ont réussi à se constituer dans la phase ascendante du nuage, il arrive un moment où ils sont trop lourds pour rester en suspension dans l'air. Donc, ils vont être dégagés sur le côté du nuage. Et ça va faire d'ailleurs en haut du nuage, quand le cumulonimbus commence à se déliter, il se forme l'enclume, justement, parce que il y a un moment où les courants sont plus assez forts pour maintenir ces grelons en vol, en l'air. Mais toi, quand tu passes à côté, tu te prends ça dedans, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis que l'enclume est un signal de délitement du cumulo. Absolument. D'ailleurs, très souvent, quand tu vois, après l'autolyse du cumulonimbus, il ne reste plus que l'enclume.
Exactement. on connaît ça. Nous, par exemple, en Afrique, on le voit bien. Tu as une région qui s'appelle le pot-au-feu, en allant du Sénégal vers l'Amérique latine, vers le Brésil. Je vais te dire, les CB montent jusqu'au niveau 500, 480, 500. Alors là, alors surtout de nuit. Alors de nuit, ce qu'il y a de marrant, c'est que de nuit, quand il y a un CB, qu'il y a de l'interaction, qu'il y a de la lumière, ça va, quand il y a le tonnerre, ça s'effiloche et ça va aller et ça suit pratiquement tous les nuages. Quand c'est nuageux, on a l'impression que c'est comblé. Ouais, mais quand tu vois sur le radar, tu vois que la cellule. Noir, jaune et vert. Vert ne veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que c'est de l'eau. Il y a de l'eau. Mais quand tu l'évites, en fonction bien sûr de la direction du vent, parce que ça se déplace, là, crois-moi, quand tu vois ça, que ça monte et toi, tu es par exemple au niveau 390 ou 400 ou 410, et que tu vois qu'il est encore plus haut que ça, et plus bas, ça veut dire que c'est. Justement, en dessous, tu l'évites à combien? Au niveau 300? Non, toujours, toujours. C'est 40 à 50 nautiques, 50 à 40 nautiques quand tu le vois, il faut essayer d'éviter. Ou à droite ou à gauche. Jamais passer goutte à au-dessus. Sauf si vraiment 2000 pieds au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais Mais au niveau 500, ça doit être dur de l'éviter au niveau 500 au-dessus, hein. non, non, mais quand tu vas en plein, tu vas pas monter. Tu es au niveau 400 ou les 390. Tu vas aller ou à droite ou à gauche. Maintenant, ce qu'on appelle, il y a Demi-tour s'il faut. sur la TMC que tu as ce qu'on appelle embedded, CB embedded, c'est-à-dire qu'ils sont noyés. C'est des CB qui sont dans la couche. Tu as la couche, tu es dans la couche, mais tu as des CB. Mais tu les vois. Donc des fois, il faut choisir. Il faut choisir. Pour l'évitement, il faut choisir à moindre mal, aller vers l'eau, vers le vert, généralement le jaune, mais jamais, jamais, jamais traverser les cellules orageuses comme ça. Jamais, jamais, jamais. On a eu un exemple, on a eu plusieurs exemples d'ailleurs en Algérie. C'était, je ne me rappelle même plus du nom, sur 37. Il y avait aussi la Fifi, Tani. Et, ils étaient chopés par un CB et chopés par une advertance belle qu'ils l'ont traversé ou là, mais c'était la catastrophe. Il fallait voir l'avion après. Il fallait voir l'avion comme il était cabossé. Boudeli aussi, un collègue de Pomo, à Médine, quand il s'est fait surprendre en finale à Médine par un passage comme ça de CB qui traversait le truc, et ils se sont passés au-dessus juste en finale. Le pare-brise était inchauffable, comme dirait l'autre, hein, percuté. Il était pratiquement presque, il était pratiquement cassé, si tu veux dire. Bon, mais c'est des doubles in à hauteur, donc tu vois pas. C'est la hauteur qui a pris. Mais lui, il voyait rien du tout. C'est le pilote qui s'est posé. Et bon, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qu'il faut éviter. C'est des choses sur lesquelles tu fais des études. C'est des choses sur. Hein, que signifie une alarme engine number 2 or low on temperature or high pressure. Et bien l'alarme que si tu as engine number 2 or low, c'est-à-dire que tu as une baisse température, low température, ou bien tu as high pressure, or high pressure, une pression d'huile importante. Il voulait dire l'inverse, je pense, Nordine. Ouais, j'allais venir. De toute façon, je ne sais pas où il a vu l'alarme, Tony, mais il faut voir dans le contexte du moteur. D'accord? Tu as de l'huile. Donc l'huile, il passe par des canalisations où il y a une température, des prises de température et des prises de pression. Donc s'il y a une baisse pression, il va te dire low pressure, mais c'est high pressure non. Ou la high température. Donc tu vas voir ça, c'est le GT, l'exhaust, gaz température. Tu vas voir l'écran aller vers le rouge, donc c'est high température. Ou bien low pressure, tu vas voir la pression, par exemple, qui est demandée à 5, 6, 10 ans, ça va descendre vers 4, 3, 2, jusqu'à ce que ça passe au rouge. Et là, il y a une action à faire. Donc la checklist va probablement te demander de réduire à cause de la low pressure, ensuite couper, aller jusqu'à couper le réacteur si
si c'est nécessaire. Mais tout ça, c'est la checklist qui le dit. Le pilote ne va pas faire ça à haka, parce qu'il le sait. Captain, oui, Oui, Captain. Est-ce que la fatigue du métal d'un avion peut être détectée? oui, parce qu'ils ont des appareils pour ça. Ils ont des boroscopes qui détectent la fatigue de la cellule et ils font qu'ils sur le scanner là, quand ils le font passer. Et tu vois sur un graphe, tu vois le... Parce que c'est une structure travaillante. Pression, dépression, dépression, dépression. À la longue, un avion peut former des criques qui sont visibles par un scanner. Ils le font passer, hein, c'est un boroscope. Ou bien sur les ailettes, sur à l'intérieur du réacteur, ils voient s'il y a des fissures, des trucs et tout. Tout ça, ça peut se faire par des boroscopes. Merci, Captain. Il y a eu un crash à cause de quoi? De Riyad. Rami plutôt. Il y a un crash à cause de quoi? De ça, tu veux dire de baisse pression? Si le gars a coupé le mauvais moteur, pourquoi pas? Oui, inspection non destructive, indique. Ouais. Air China. Il y a Tony qui te dit cette alarme s'affiche dans une situation de panne sèche de carburant. Ben parce que le carburant refroidit l'huile. Ah, structure du métal, d'accord. C'est quoi la différence entre le navigation et le rapport avec le PBN? Ah, ça c'est des questions à JB. Envie de rentrer dans les détails. AirNav, RMP, c'est des PBN. Alors, le PBN, c'est de la navigation basée sur des performances bien déterminées. Et en passant de la navigation conventionnelle, il y a eu l'invention du PBN qui est AirNav et RMP. L'AirNav, c'est pas forcément RMP, mais l'RMP, c'est forcément une AirNav. Et l'AirNav, en commençant Tu vas faire le de gauche vers la droite, c'est que l'AirNav, comparé à l'RMP, il n'a pas besoin de instruments, alerting system et monitoring instruments. Par contre, RMP, tu as besoin des monitoring instruments et alerting instruments. C'est ça la différence entre RMP et AirNav. Et les deux, ça tombe sous le PBN. Le RMP, il est beaucoup plus performant que l'AirNav. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci, Tahar. Avec plaisir. Tony, AirNav designate, speed or check? Ça veut dire... Speed or check, pardon. ملخص صديق الحيوان. Ça veut dire Tony, regarde le livre, il faut toujours poser la question dans le contexte. Why ça? Parce que speed or check ne veut rien dire. Parce que AirNav designated, tu veux dire, machine designated, oui, dégradé, degrade, dégradation de la procédure. Salut tout le monde, salut Adlan. ملخص حيوان ملخص صديق الحيوان. Tu as demandé le guest, ok. أي ها قلنا يا ملخص وي ملخص صديق الحيوان. السلام عليكم، واش راك سي نور الدين؟ صافا سي ملخص صديق سي الحيوان. سي مخلص Ah, وي سي مخلص Ah, وي Mokhlis, واش ça veut راك؟ dire que tu es le fidèle ami des animaux. اكزاكتلي، واش راكم لاباس؟ Ça va. الحمد الحمد لله. لله. كان يقول ار ام بي ولا ار بي ام؟ صاحبك اللي كان هنا دوك لو ديرني اللي Ouais, كان سور سان. RMP. RMP.
C'est quoi Required, RMP? required Navigation Performance. Required عاود لي. navigation performance. Required Required لا Navigation Performance. سخات لي انا الراوند بير مينوت RPM. là, mais c'est round per minute. Round per minute, c'est pour le moteur, ça. La PM. وفيها لي في الطياره فيها لي رياكتور ثاني يحسبوا بلا RPM et tout. Non, le RPM, c'est les tours par minute. C'est dans les turbopropres, ça. Ouais, Exactement. Les turbopropulseurs, c'est RPM. Ouais. turbo Donc, c'est en propulsor, ouais. pourcentage. RPM, Revolution per minute. Voilà. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. ما فهمتوش انا في الدوبي مليح، ouais. Très bien. Un peu de route. Il y a trop de cibles dans l'aviation. Trop de cibles. معليش mais c'est bien d'avoir fait le truc. معليش هكا فهمتوش قال. C'est bon. Merci bien, thank you very much. Welcome, صاحبي. You're welcome to. بارك الله فيك. السلام عليكم. Salut Nadir. Salut Nadir, salut. Tu valides ce que j'ai dit à propos du PBN? Et en fait, bon, si pour aller plus, tu peux même faire le discrepancy bin, comment le faire sur des avions modernes qui battent le Progress Page, on va le mettre à 0,1, 0,3 plutôt pour avoir le faisceau qui sera. Bon, mais rien que pour ne pas rentrer dans le truc, parce que encore une fois, le gars il a dit ouvrir le bouquin, il a lu lire une phrase ou gala, ça y est, bah, sans plus. Mais c'est ce que tu as dit exactement ça. Oui. Oui, Captain. Oui. Qu'est-ce qu'un décrochage de gouvernail ou de dérive? Alors, c'est deux choses différentes, le gouvernail et la dérive. La dérive, si elle s'arrache, rahat. Maintenant, la dérive en général, le flux qu'elle a, ce n'est pas comme une aile où il y a un extrado, un intrado, où il y a par exemple un flux, un air qui passe comme ça, il passe comme ça. La gouverne peut aussi être jammed, mais ça, si tu veux, que veux-tu que je te dise, il y a des checklists aussi pour ça. On peut avoir un décrochage de la dérive lorsque l'on a une attaque oblique très forte, un side slip très important. Par exemple, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas d'ailleurs avec les gros avions, lorsque l'on voudrait faire une glissade comme on fait par exemple avec les petits avions, des fois pour perdre de l'altitude rapidement, avec un petit avion, qu'est-ce qu'on fait? On le penche, on le met en inclinaison d'un côté, et on met du palonnier de l'autre pour l'empêcher de tourner, et on se met ce qu'on appelle en glissade. Donc à ce moment-là, le vent relatif, au lieu d'arriver dans l'axe de l'avion, il arrive sur la gauche, par exemple, si on est penché à gauche. Mais à ce moment-là, il y a un angle d'incidence sur la dérive qui peut amener la dérive à décrocher. Et à ce moment-là, on n'aura plus de contrôle, de direction. Autre phénomène qui peut se produire, c'est on a déjà un peu d'attaque oblique et on met un grand coup de palonnier. À ce moment-là, donc, si on tourne le gouvernail de manière très importante, la corde aérodynamique va changer de position et on peut éventuellement arriver comme ça à avoir un décrochage de l'ensemble dérive gouvernail de direction. Mais c'est très très rare. C'est très très rare. Mais comme il s'agit de profils purement symétriques, la dérive et la gouverne de direction sont des profils purement symétriques, il est toujours possible que ça se produise. Mais c'est rarissime. C'est justement la forme de la dérive est faite pour retarder au plus possible le décrochage. Tony, ça bouge avec les rudders, avec les palonniers, la gouverne de direction. Les rudders. Et concernant la glissade, elle peut se faire aussi avec un gros avion. Mais on arrête les réacteurs là. On risque d'éteindre les deux réacteurs. C'est ça le problème. Parce que le réacteur travaille avec l'air l'énergie cinétique qui vient de, enfin l'air
qui n'absorbe de pas. Si tu fais une grosse glissade avec un 330 ou là, sache que si tu le fais par exemple à gauche, ton réacteur droit va s'éteindre. Tu vas rien recevoir. Les réacteurs n'aiment pas l'attaque oblique. Le seul cas où il y a eu un pilote qui a utilisé c'était sur un 767, qui a fait de l'attaque oblique pour pouvoir se poser, c'est ce fameux avion de Air Canada, je crois que vous n'avez plus de carburant. Ouais. Et pour arriver à faire la piste, comme il avait de toute façon les réacteurs arrêtés, il a pu se permettre de faire une glissade et de se poser. Donc et là, il a fait un truc qu'on fait sur les petits avions à hélice. Mais s'il a vu les réacteurs en fonctionnement, bah, il faisait une glissade, il arrêtait les deux moteurs. Les deux moteurs se seraient étouffés. Oui, Nadir, l'avion de chasse, c'est vraiment un autre principe, parce que tu as vu le réacteur où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans le ventre, ça n'a rien à voir, c'est pas le même flux qui va le réacteur, et tu as vu l'empennage, t'es en haut. Donc c'est possible avec un avion de chasse, mais pas avec un avion de ligne. En plus de ça, les avions de chasse, ils ont des réacteurs, surtout les supersoniques, ils ont des réacteurs quasiment simple flux. Ils ont des réacteurs à très, très faible taux de dilution. Quand c'est pas des réacteurs purs sang, des turboréacteurs sans fan. Et donc là, ils sont beaucoup moins sensibles à l'attaque oblique. Voilà. Donc même avec un 737, un réacteur peut s'arrêter. Il s'arrêtera sûr. Moi, je vais vous dire, par exemple, sur 727, quand on décollait ventre à verre, il fallait faire très attention à ne pas mettre toute la puissance sur les freins. Il fallait commencer à faire rouler l'avion, parce que si par exemple on avait du vent travers de gauche, par exemple, on avait de fortes chances pour que le réacteur central, compte tenu du S-duct qu'il avait, il y avait un grand tube de 7 mètres de long qui alimentait le moteur, eh bien, si on mettait toute la puissance sur les freins avec un vent travers assez fort, le vent relatif résultant était quand même de travers. Et on risquait un pompage réacteur. Sans parler du pompage réacteur sur le moteur qui est complètement caché par le fuselage. Si on a un vent de travers gauche, le réacteur numéro 3, donc le réacteur droit, a de fortes chances qu'il est masqué par le fuselage. Il a de fortes chances d'avoir des problèmes d'aspiration d'air. Non, sur un avion à réaction, l'attaque oblique, c'est à ce point vrai qu'on met des yaw dampers. Hein. Les yaw dampers, c'est justement pour empêcher toute attaque oblique. Voilà. Et ce qui est valable aussi, ce qui est valable aussi sur le 330, 777, 380 et tout, en vent de travers, comme disait JB, non seulement, c'est pas seulement 727, hein, même ces avions-là, c'est la mise en puissance en séquence. 50, ça démarre bien, 70 et mettre la gomme. Justement, tout ça pour éviter de faire d'un seul coup et arriver à une extinction d'un des réacteurs. L'air qui rentre dans les réacteurs, il est le résultat de quoi? Il est le résultat de la vitesse de l'avion à laquelle on ajoute vectoriellement la vitesse du vent. Et donc, quand on augmente la vitesse de l'avion pour un vent travers donné, en fait, on redresse le vent relatif. Il revient de plus en plus dans l'axe. Et c'est pour ça, comme le disait Nourdine avec raison, on affiche la puissance progressivement. On permet à l'avion d'accélérer, donc ce qui fait que le vecteur vitesse-avion augmente, ça redresse le vent travers, ça redresse la résultante entre le vent travers et la vitesse avion, et on arrive à avoir un angle d'attaque oblique qui est acceptable pour le réacteur. Voilà. Et Captain, est-ce que le gouvernail a un effet sur le vecteur vitesse? Dans la mesure où il crée une traînée, oui, il peut créer une traînée, mais le vecteur vitesse, il est lié d'abord et avant tout à la poussée des réacteurs. Hein. Merci, Captain. Alors, il est trop, non. Ouais, Spanish est parti tout à l'heure, il a reçu un coup de fil du boulot. Oui, ils l'ont appelé pour le boulot. Et pourtant, il est de repos aujourd'hui. Toujours sur les clous.
On tape sur les clous droits, on tape jamais sur les clous tordus. Exact. Je pense qu'il a dû faire une gagate. Voilà. J'espère pour lui que l'avion qui est parti sur Mayotte s'est bien posé, en tout est normal et tout. Hein. Parce que s'il a été appelé maintenant, ben, c'est le vol du ce matin. On va vérifier, on va le savoir, on va le savoir. Captain, s'il vous plaît. Oui. La dernière fois sur un live, on avait parlé concernant les reverse, les inverseurs de poussée. Et vous nous aviez dit qu'il est possible pour un avion d'atterrir sans utiliser les inverseurs de poussée. Oui. Et on avait discuté, moi et Farid, et il m'avait dit qu'il y a des pays qui interdisent l'utilisation des inverseurs de poussée. C'est pas réellement une interdiction. Vas-y. Ouais. Vas-y. Continue. Continue. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas mis vos paroles en doute, mais et franchement, ما قدرتش ما دخلتليش في عقلي كابتن. C'est simple, c'est simple. Je te le fais là, c'est que c'est simple. Ouais. Quand tu rentres dans toute conception d'un avion, les reverse ne sont pas un moyen, si tu veux, c'est un moyen pour le freinage, certes, mais il n'est pas obligatoire. Et il n'est pas certifié, si tu veux, il ne rentre pas en ligne de compte pour arrêter cet avion. Ce qui arrête cet avion, c'est sa vitesse mini, son freinage, ses autoplex qu'il en a et ses freins. D'accord? La reverse est une option. C'est-à-dire, ce n'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction de les sortir. Mais il y a des pays, il y a des aéroports où il est strictement déconseillé de le faire à partir d'une certaine heure, sinon c'est des amendes, surtout de nuit, pour la nuisance sonore. Ah, d'accord. Ok. Mais justement, l'ordi, c'est vrai qu'on en avait parlé, Mehedine et moi-même, en aparté. Ouais. C'est-à-dire que pour Mehedine, il était inconcevable d'atterrir un avion, de l'arrêter sans reverse. Alors que bon, le reverse, comme tu viens de le dire, est une option. Je vais lui donner un D'ailleurs, exemple. oui. D'ailleurs, il n'a pas d'autre fonction, d'ailleurs. Attends, je vais lui donner un exemple très simple. On peut partir sans reverse sur une MEL, minimum equipment list. S'il y a un problème, eh ben, elles sont stockées, ce qu'on appelle les reverse stockés. Le technique va les stocker, c'est-à-dire ils vont les mettre en position fermée, mais fermée, bloquée. Et donc, ils vont mettre sur les manettes, à côté là où il y a les reverse, ils mettent ce qu'on appelle des items en jaune, où il y a écrit INOP. Inopérative, INOP. Donc, le pilote, quand il voit ça, il va rentrer dans la MEL, il n'y a aucun problème. Par contre, il va rentrer dans l'AIP, de le truc, la piste, la longueur de la piste, là où il va et tout. Il va se dire, bon, mon laptop me dit, je peux me poser à telle distance, il n'y a aucun problème. Techniquement, ça va, il n'y a aucun problème. Et il y va. Maintenant, même s'il a les reverse, il peut avoir une reverse qui est inop. Mais, ceci dit, même si elle est stockée, à l'atterrissage, il est toujours conseillé dans la SOP, Standard Operation Procedure, de sortir les deux reverse. Pourquoi? Pour ne pas faire discrepancy entre les deux. Il faut les déployer les deux. Elle ne va pas sortir parce qu'elle est stockée, elle est bloquée. L'autre, elle va sortir. Mais il faut faire attention au freinage différentiel parce que quand tu sors en reverse, à une certaine vitesse, ça va un petit peu faire le roll-out, changer de mouvement pour l'avion. Ouais. C'est tout. Donc ces aéroports-là qui, par souci de bruit, qui interdisent à certains avions d'utiliser les reverse étant été installés de façon à pouvoir s'arrêter sur une piste de manière plus safe et plus rapide, est-ce qu'ils n'interfèrent pas sur le safety justement de... Absolument pas, parce que vous avez qu'à regarder ma vidéo sur les limitations au décollage. Si vous regardez ma vidéo, vous allez voir que tous les cas de freinage, que ce soit au décollage, pour l'accélération arrêt, comme à l'atterrissage, toutes les distances qui sont calculées pour servir de base aux performances de l'avion sont calculées avec freinage par moyens homologués, qui sont les freins et les aérofreins. Baissent si l'avion est équipé d'aérofreins. Mais ces freins de roue baissent.
les reverse ne rentrent pas en ligne de compte. Les reverse, c'est donc, ça ne joue en rien sur la sécurité, puisque quand tu te poses sans reverse, que tu appliques le freinage selon la technique, etc., tu es strictement dans ce que tu avais calculé comme étant ta distance d'atterrissage ou ta distance d'accélération arrêt si c'est au cas du décollage. Tu es strictement là-dedans. Si tu utilises des reverse, tu vas avoir des distances plus courtes. Mais de toute façon, tu es strictement dans la réglementation puisque les reverse ne rentrent pas en ligne de compte. Comme te disait Nourdine, on peut avoir une reverse inopérante. Quand on a une reverse inopérante sur un avion comme le 330 par exemple, il est évident qu'on va avoir, même si on utilise la reverse qui reste, il est évident qu'on ne va pas pouvoir en tirer le maximum de cette reverse parce que ça va faire une poussée dissymétrique, une poussée inverse dissymétrique qui va risquer de déstabiliser l'avion pendant son freinage. Donc, dans tous les cas de figure, les reverse, c'est une option, mais parce que c'est une option, on ne le prend pas en compte dans les critères de calcul des performances. Ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. Par contre, un bloc de frein inopérant, et ça peut se trouver, on peut avoir un bloc de frein inopérant, là, il va falloir recalculer toutes les performances. Parce que là, on touche à un système de freinage homologué qui rentre dans le calcul des performances et qui se trouve à être inopérant. Et donc là, les capacités de freinage de l'avion seront diminuées et il va falloir recalculer tout ça. Mais sinon, voilà. Donc, JB, oui, vas-y, Nordine. Ceci dit, la recommandation au niveau des aéroports, elle est ce qu'elle est. Mais pour un besoin impératif, si le gars est arrivé lent, par exemple, pour X raisons, hein, piste mouillée, lent, truc et tout, il va sortir les reverse, même si c'était interdit. Alors, donc, ce que je suis en train de te dire, Nordine, c'est que pourquoi les avions, parce que comme j'entends, on pourrait se poser la question, savoir pourquoi l'avionneur s'entête-t-il à créer des reverse alors que... Exactement. Attends, il ne s'entête pas à faire des reverse. Quand il a fait des reverse, c'est une aide supplémentaire, mais non homologuée au freinage. C'est ce qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure. C'est pas dans le calcul des nécessité. Cet avion. بالعربية ما يدخلش في الحساب. Mais être sur la scène. Voilà. Dans les calculs. Bien compris. Tu as bien précisé que c'était une option. Je sais ce que tu veux. Dans les calculs de performance par l'avionneur, ça ne rentre pas en ligne de compte pour le freinage. Dans tous les cas de figure, le calcul est fait pour que cet avion s'arrête avec ses freins ou ses aérofreins, comme te disais, si l'avion est en équipé. C'est tout. Il nous est arrivé de faire quoi? Même quand on devait utiliser les reverse, c'est-à-dire quand on pouvait les utiliser, moi je les utilisais pas. Normal, même dans un aéroport où c'est autorisé. Je faisais un déverrouillage, un lock. Même si l'avion est lourd. Encore mieux, quand l'avion est lourd, il va s'arrêter plus vite. Si tu as suffisamment de pistes, il n'y a aucun problème. Non, mais la problématique, c'est ce que je veux dire par là, excuse-moi Nordine, excuse-moi, j'insiste sur le fait que pourquoi on ne nous vend pas cela comme une option, mais d'urgence. À la rigueur, là, ce serait compréhensible. C'est-à-dire, tu arrives en... Donc, non, c'est pas un truc d'urgence. C'est pas un truc d'urgence, c'est un truc qui améliore les performances de l'avion, tout simplement. C'est une option. Ça améliore. En plus, option Shabad. Je voudrais répondre à IRDZ sur ce point-là, c'est très important. Sur le NG, l'autobreak réduit l'intensité de freinage physique si les reverse sont sortis. Et oui, cher ami, parce que sur les avions avec autobrakes, quand on sélectionne un autobreak, quand on sélectionne une puissance des autobrakes, en fait, on sélectionne une décélération, gamma, une décélération, donc delta V sur delta T, la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, si par exemple, j'ai sélectionné, on va dire un chiffre, peu importe, j'ai sélectionné un autobreak qui me donne une décélération de moins 2 mètres par seconde. Ça veut dire chaque seconde, le freinage va diminuer la vitesse de 2 mètres par seconde. Chaque seconde, évidemment. Bien, donc ça veut dire que si je fixe la décélération
Si je me rappelle de mes formules de mathématiques, quand on fait une décélération ou une accélération, on peut dire que si on appelle V0 la vitesse initiale et V2 la vitesse finale, on a V2 moins V02 égale 2 gamma x. 2 gamma x, donc gamma étant l'accélération. Si on prend donc une vitesse initiale qui est la vitesse d'approche et la vitesse finale 0, freinage de l'avion, très bien. V2 moins V02 égale 2 gamma x. À partir du moment où j'ai fixé gamma, si il n'y a que les freins pour faire ça, les freins vont appuyer fortement pour créer cette décélération. Si en même temps, j'utilise les revers vont aider à la décélération. Et à ce moment-là, pour obtenir une décélération de moins 2 mètres par seconde, il y aura moins de travail à faire par les freins. Mais le résultat sera le même. Il y aura eu plus de travail fait par les revers que par les freins. Voilà. Donc c'est l'explication pour laquelle, quand on met les autobrakes, à partir du moment où on met les autobrakes, en fait, ça revient, en fixant une vitesse d'approche, ça revient à fixer une distance d'atterrissage. Puisque P2 moins V02 égale 2 gamma x. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, JB, là, voilà. C'est ce qui est un autre son de cloche. Ce serait aussi pour la protection un peu des autobrakes. C'est-à-dire que, bon, quand même. Bien sûr, ça permet voilà la définition exacte. Ça permet de moins tirer sur les freins, oui. Ça permet d'économiser les freins. Et l'utilisation des freins est très coûteuse, hein, faut pas croire. Hein. Mais ça n'a pas été fait dans ce sens. Pour le freinage, ça n'a pas été. C'est-à-dire que, encore une fois, on a eu plusieurs avions sans reverse. On a eu des difficultés à un moment donné, tu as des problèmes au niveau du mécanisme. Tu sais, c'est des trucs, hein, à force de les faire sortir, trucs et tout. Et ceci n'a jamais, si tu veux, causé quoi que ce soit comme problème, que ce soit au Moyen-Orient, partout et tout, avec ces reverses qui sont inopes. Donc, personnellement, moi, je les utilise. D'ailleurs, même, j'ai eu une vidéo qui est la première vidéo, le retour de Yuan. Je n'avais pas utilisé les reverses à l'atterrissage, par exemple. Pas du tout. Parce que la piste, déjà, à Alger, la 27 était longue, il faisait beau, on n'avait pas besoin, on était léger, ça s'est arrêté au bon moment, il n'y avait aucun problème. Donc une dernière question, Nordine, et puis peut-être qu'on va passer à autre chose, parce que peut-être qu'on s'est trop étalé sur le sujet. Vous n'avez pas de recommandation avionneur par rapport aux reverse. On vous dit pas dans quel cas les utiliser, quand les utiliser, pourquoi les utiliser. Oui, exactement. Non, tout système embarqué dans un avion a son mode de fonctionnement. Mais on ne te dit pas pourquoi. Enfin, on ne te dit pas quand et truc. Par contre, les aéroports peuvent te demander d'utiliser ou de ne pas utiliser un système embarqué quand il est en option. C'est-à-dire en option, quand il n'est pas homologué pour telle ou telle chose. Par exemple, on ne va pas te demander de faire une approche ILS. On va te dire, oui, bon, aujourd'hui, vous allez faire que la 4.3, la 4.8, parce que la 4.2, 4.3, alors qu'il fait LVO. Tu as compris? C'est un non-sens. L'avionneur fait son avion, il a fait ses études, il fait passer cet avion par un truc, comment on appelle ça? Au bon d'essai, truc, et il lui met des choses, Il y a des choses qu'on n'a jamais utilisées, par exemple, à bord. Il y a des choses qu'on n'utilisera jamais à bord. Mais, Captain, quel instrument n'est pas homologué dans un avion? Non, tout est homologué, mais je parle pour le système de freinage, il n'est pas homologué dans les longueurs, dans les landing distance. C'est-à-dire, c'est un moyen d'aide, de préservation de beaucoup de choses. Il te fait durer il te fait ralentir l'utilisation de l'autobrake, etc., etc., etc. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas que tu ne peux pas faire quelque chose. Parce que quand tu ne l'as pas, tu rentres dans le système, des performances ont été calculées sans. Oui, donc, je crois qu'il y a un problème avec le mot homologué. Oui. En fait, parce qu'on traduit de l'anglais,
Homologated means, en fait, c'est les éléments pris en compte dans le calcul. Voilà. Les reverse sont, bien sûr, c'est un truc homologué, mais dont l'effet n'est pas pris en compte dans le calcul des limitations au décollage et à l'atterrissage, tout simplement. Voilà. Son effet n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que quand vous faites quand même votre plan de vol, c'est-à-dire au landing, vous ne prenez pas en compte les reverse. Vous avez d'autres moyens de vous arrêter, il n'y a pas de souci. Toutes les courbes de calcul de performance ignorent totalement l'effet des reverse. Voilà, c'est l'effet des reverse, absolument. C'est comme si, imaginons que tu as une voiture avec 2 pédales de frein. Imaginons, hein. Wahda en utilisation normale et l'autre là tu peux l'utiliser en secours. D'accord ? Très bien. Tu peux très bien considérer que je tiens pas compte dans ma manière de conduire, je tiens pas compte du fait que j'ai une pédale de secours qui va me permettre de faire un freinage extrêmement violent. Voilà. J'en tiens pas compte. Donc, dans ma manière de conduire, ma distance par rapport aux obstacles, etc., je vais la garder comme si je n'avais pas le deuxième. C'est exactement le même truc pour les reverse. Voilà. Bien qu'on ait 2 pédales, puisque enfin, quand l'ABS est inclus, il n'y a pas de souci. Voilà, exact. Tu appuies sur une pédale, mais il y a un ABS quand même. Mais l'AFU, l'aide au freinage d'urgence, par exemple, l'AFU, quand tu conduis une voiture qui est équipée d'un AFU, tu te dis pas, ouais, je peux me serrer plus par rapport à la voiture de devant parce que j'ai l'AFU. Non. Tu dis, j'ai le freinage normal. Et il se trouve que tu as en plus l'AFU. Mais tu ne le prends pas en considération. Les reverse, c'est exactement la même chose. Voilà. Et même avec ça, il faut se poser la question si elle est de droite ou de gauche. Mais de toutes les manières. Oui. Je prends 2 minutes à Vas-y. Hier, il a dit du coup, full reverse peut être intéressant. Non, c'est pas une question d'intéressant ou pas. Mais il m'est arrivé de rouler, par exemple au Moyen-Orient ou là, quand il fait chaud, et de sortir, de débloquer les reverse, unlocked, pendant le roulage, pour justement ne pas user des freins. Parce que c'est vrai, quand il fait chaud, si on freine, ça va surchauffer les freins, et donc il faudrait qu'on soit à moins de 150 pour ne pas mettre les brake fans. Au-delà, on fait des brake fans, sinon tu peux aller jusqu'à 500 degrés pour arrêter le décollage. 500 degrés, tu annules le décollage, tu vas essayer de cooling. Donc il m'est arrivé de rouler avec un unlock, les reverse unlock. Comme ça, il y a l'énergie cinétique qui diminue, donc la vitesse, la ground speed de l'avion diminue. Et ensuite, je redébloque, normal. C'est une bonne aide. Donc on peut faire un résumé comme ça. Donc les reverse ne sont pas homologués dans le sens où ils ne sont pas pris en compte lors du landing, lors du calcul d'atterrissage. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours là en cas. On va dire ça comme ça. Passons au speed break. Une fois en poste avec une compagnie faisant très attention à sa consommation. Oui. Les speed brakes, par définition, ils augmentent la traînée, donc on les utilise que quand c'est vraiment nécessaire. Parce que si par exemple on sort des air brakes, on va dire, voilà, par exemple on est en descente, et puis le taux de descente qu'il faut que l'on ait, mettons 2500 pieds minute, admettons. Hein. Bon, puis on se dit tiens, je vais sortir les reverse. Si on sort les reverse, si on sort les speed brakes, qu'est-ce qui va se produire? Le taux de descente va peut-être passer à 3000 ou 3200 pieds minute. Résultat des courses, en descendant plus vite, on va se trouver à une plus basse altitude, à une plus grande distance de la destination. Et après, il va falloir mettre du moteur pour arriver à destination à basse altitude. Donc c'est en cela que on fait attention à l'utilisation des speed brakes, en plus du fait que les speed brakes génèrent quand même une petite vibration sur les ailes, parce que c'est quand même pas toujours très agréable. Il y a des avions sur lesquels la sortie des speed brakes est assez désagréable. Donc on essaye de les sortir que seulement, et si seulement c'est utile, c'est nécessaire. Voilà. Donc, par exemple, une recommandation du contrôleur qui dit expédier de tel niveau le plus rapidement possible. Donc voilà, un level change, un speed break et
et on va expédier ce niveau le plus rapidement possible quand ils ont un trafic en face. Là où les speed brakes ont aussi une très très grande importance, c'est après atterrissage. Parce que ce sont des destructeurs de portance, ils deviennent des spoilers. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent de détruire la portance résiduelle qu'il y a au moment de l'atterrissage. Et à ce moment-là, la pression sur les pneus est beaucoup plus importante et le freinage est beaucoup plus efficace. Le freinage avec les roues, avec les freins de roues, est beaucoup plus efficace puisque le poids de l'avion est plus important. La pression exercée par les pneus au sol est plus importante et donc le freinage, le coefficient de friction est plus important et donc le freinage est plus efficace. C'est pour ça qu'on a des airbags qui sortent en automatique à l'atterrissage et nous avons des ground spoilers et des flight spoilers. Parmi les spoilers, il y en a qui ne sortent que au sol. D'accord. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs quand on sort au sol. Les ground spoilers, il y a à l'intérieur et à l'extérieur, alors que quand on est en vol, les fly spoilers, il y en a peut-être la moitié qui sortent. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que JB, tu n'es pas fatigué. C'est le grand retour. C'est le En grand fait, retour de JB. j'avais la voix complètement bousillée quand je suis sorti d'hôpital. JB, Et maintenant, ça va mieux. dis-lui 5 in your eyes. Ça fait rien. 5 in your eyes, hein. C'est clair. Captain, s'il vous plaît, pendant l'atterrissage, est-ce que c'est normal que les freins émettent un bruit vraiment assourdissant? Les freins? Oui, parce qu'il Les m'est freins qu'on arrivé. entend, c'est les reverse. C'est C'est des les reverse, reverse que vous entendez. c'est pas les freins. C'est Non, les parce reverse qu'il que m'est. tu entends faire ce bruit. Les freins, tu les entends pas du tout. Les freins, tu les subis. Et c'est un anti-skid. Donc, et ça freine, ça repart. Ça freine, ça repart jusqu'à ce que ça s'arrête. Et sans plus. Mais c'est les reverse que tu entends. Quand ils sont full deployed, pas un lock seulement. Oui. Pas, si Parce que. ils sont un lock, tu vas ressentir un mouvement vers le bas, vers l'avant. Mais le bruit que tu entends, effectivement, c'est l'inverseur de poussée. Toute la poussée qu'il y avait, même en énergie cinétique vraiment basse, ça va être renvoyé vers l'avant pour aider, si tu veux, ce système, enfin tous les systèmes pour s'arrêter, que cet avion s'arrête, mais sans plus. C'est une aide en plus. Mais le bruit, Justement, c'est pas les freins. justement, Captain, il m'est arrivé la dernière fois, on revenait de Toulouse et puis à Oran, à l'atterrissage, j'ai vraiment senti que il y avait il poussait le frein, ensuite il relâchait, ensuite il poussait le frein. Non, Et c'est là, tu sais ce que c'est. Avec euh, 37-800 que tu avais pris et qu'ils ont dû mettre sur 3, l'autobreak sur 3, ça n'a rien oui, à voir avec le bruit. Et truc. Donc l'avion, quand il va se poser avec autobreak sur 3, ça veut dire que le gars voulait s'arrêter le plus vite possible pour dégager le plus vite possible. Donc cet avion va donner un grand coup de frein au dos. Ensuite, cycliquement, il va refréner une deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Mais à un moment donné, à une certaine vitesse, il goûte l'autobreak off. Il va couper l'autobreak et le prendre freinage au pied, quoi. ouais, C'est exactement. peut-être une On peut, particularité justement de on peut freiner plusieurs ressentir, fois justement. non, on peut ressentir ça aussi quand la piste est mouillée. Par exemple, L'anti-skid fonctionne. Parce que l'anti-skid est un système qui, comme sur une voiture, empêche les routes bloquées. Et l'anti-skid, dès qu'il perçoit une rapide décélération d'une des roues, hop, aussi c'est qu'il relâche la brake metering valve de cette roue va être relâchée de manière à ce que le freinage sur cette roue soit relâché pour éviter qu'elle risque de bloquer. Donc elle risque de faire un blocage. Très bien. Donc quand on est sur une piste mouillée, par exemple, il y a une piste qui est très notoire pour ça, c'est celle de Marseille. Comme il y a l'étang de Berre à côté, lorsqu'il pleut, il y a toujours des embruns, il y a toujours des trucs comme ça. Et c'est une piste qui est très glissante. Et quand on se pose, sans même parler des anti-skids, sans même parler des autobrakes, quand on freine avec les pédales, on sent dans les pédales que l'anti-skid remonte les pédales. C'est-à-dire que parce que en fait, quand on freine avec un anti-skid et que l'anti-skid travaille, on ressent dans les pédales de frein quand les freins sont relâchés.
on a les pédales qui remontent légèrement. On sent des petits coups dans les pédales qui remontent. Ça fait d'ailleurs la même chose sur une voiture. Hein. Si vous freinez avec une voiture avec un anti-ski, avec un ABS, et que vous freinez sur de la piste, sur de la route un peu mouillée, vous allez ressentir le même truc. Vous allez avoir la pédale de frein qui va vous donner des petits à-coups comme ça. C'est toutes les fois que la vanne de freinage est refermée pour diminuer le freinage sur la... Et donc, ce phénomène-là éventuellement de freinage un peu chaotique, ça peut être lié aussi à une piste contaminée. Voilà. Merci, Captain. De rien. Bon, De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a toujours des bruits qui impressionnent un peu, mais qui sont tout à fait normaux, hein, je pense. Hein. Nordine rigole. les gens sont inquiets quand ils montent sur les 320 ou là, quand ils entendent les flaps. Ah, Oui, ça c'est terrible. Et puis moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est quand les gens te racontent un incident qu'ils ont eu en avion, une petite turbulence, un truc comme ça. يقول لك الطيارة تحت machin, كنا على بالك c'est 747 en péril. Incident qui n'en est pas. Hein. Non, on a comme je dis toujours aux gens, je dis si vous vous trouviez dans un cockpit, en étant néophyte, hein, bien sûr, vous verriez une panne moteur au décollage, je peux vous garantir que vous n'allez rien réaliser. Vous n'allez pas comprendre du tout ce qui se passe. Vous n'allez rien comprendre du tout. Parce que les choses vont se passer, vous allez voir des mecs faire des trucs, tac, tac, machin. Et vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez peut-être même pas avoir conscience qu'il soit passé quelque chose. Exact. Parce que c'est très technique. Il y a que les pilotes qui le ressentent, qui le comprennent. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire à l'époque. C'était justement pour diminuer, par exemple, le stress chez les PNC. J'avais proposé que l'on fasse des séances de simulateurs spécialement dédiées pour les PNC, de manière à ce qu'ils viennent dans le simu et qu'ils voient, par exemple, ce que c'est qu'une panne moteur au décollage, ce que c'est qu'une panne de pressurisation, comment on l'a fait, qu'est-ce que c'est qu'un atterrissage avec un moteur en moins, par exemple, ou qu'est-ce, de manière à dédramatiser dans leur tête. Parce que même les PNC, s'ils n'ont pas vécu la chose en réel, ça peut être pour eux, ça peut être quelque chose d'assez grandiloquent. Hein. Alors que quand on le voit faire, je vous garantis que vous avez qu'à regarder. Moi, j'ai une vidéo sur un simulateur turkish, pas de moteur au décollage sur un Airbus 320. Franchement, si le gars qui est pas pilote, il voit rien de particulier. Voilà. Ouais. Hussein, tu es dans le chat. Tu veux pas nous parler un peu d'Afrique? Imagination. Rachid. Ouais. Rachid Hussein. Ah oui. Toujours en Afrique, fidèle à l'Afrique. Ah, c'est combien d'années d'amitié avec Rachid? C'est 40 ans peut-être. Oui. Enfin, je suis content pour lui, tant qu'il se retrouve là où il est bien, c'est le plus important. Le reste. Hein. Ouais. On va aller jusqu'à dire que deux moteurs, effectivement, deux réacteurs sont là, mais est-ce que on peut voler avec un réacteur sans problème. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un moteur subsidiaire, le deuxième ou le premier? Non, on n'ira pas jusque-là quand même. Non, parce que... Aller jusque-là. Mais simplement, c'est un système, voilà. Le principe, si on veut revenir à des grands principes, l'avion est un système tolérant à l'erreur. C'est-à-dire qu'une erreur ou une anomalie n'entraîne pas la perte totale du système. C'est comme ça que le système est conçu. La panne d'un moteur au décollage, à n'importe quel moment du vol, ne constitue pas quelque chose qui va provoquer la destruction du système. Voilà, tout simplement.
Euh, donc, c'est un système qui est prévu fonctionner avec la moitié des groupes motopropulseurs, c'est tout. Alors, il n'y a pas un moteur qui serait en trop. On ne peut pas décoller avec un seul moteur. On ne peut pas. On ne peut que lancer un décollage avec 2 moteurs, avoir une panne de moteur et continuer avec un seul moteur. Ça, c'est aucun problème. Et à n'importe quel moment du vol, on peut perdre un moteur et le système est tolérant à ce problème. Donc, Vas-y. excuse-moi, Nordine, cette idée que tu as eue, qui est géniale d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça pourrait quand même tempérer un peu le stress des PNC. Elle a évolué depuis. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font pas? Je Est-ce sais que pas. le Je sais PNC est pas. toujours dans Je sais pas. l'opacité? Et je sais qu'il y a des compagnies qui le font. Hein. Ils le font. Ils le font, et je te dirais que même pendant les recyclages des PNC Air Algérie, où, bon, ils n'ont pas été associés au CIMU, il y a même des fois, ils font des... D'ailleurs, tu demanderas à Hamdan Ganaous, JB, je pense qu'ils ont fait une porte ouverte un jour pour les PNC seulement, c'est-à-dire une porte spéciale pour le PNC, pour les CCP en général. Quoique c'est des 37, mais c'est les CCP qui avaient assisté à ces stages-là. Ça devrait se faire, mais je pense que s'ils ramènent avec les mesures d'accompagnement le CIMU 330, je pense que ça va se faire parce que c'est quand même important. C'est très très important. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Je vais vous je me pose expliquer. la question, excuse-moi, JB, je me pose la question de savoir pourquoi cela ne fait pas partie de leur formation, carrément. Parce que je vais t'expliquer pourquoi ça ne fait pas partie de la formation. Le CSS est considéré être la section 10 de la licence. Il y a 11 sections dans la licence. Les pilotes sont formés au certificat de sécurité de sauvetage. Donc, pourquoi encombrer un secteur qui est destiné, si tu veux, quand ils font leur formation, attention, ils font les formations sur ils visionnent les crashs, les trucs, comment ça se passe. C'est surtout la sécurité. Sécurité, rentabilité et le confort. Le confort qui vient en 3e position. Ils sont là pour la sécurité, ensuite rentabilité, ensuite confort du passager. Maintenant, tu les encombres encore dans leur module, ça va. Tu vas leur faire des stages énormes. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est comme si, par exemple, tu me disais, le mécanicien qui est en train de réparer et qui est en maintenance, à part les vols d'essai auxquels il assiste, quand un avion sort, par exemple, de Tchèque ou là, il n'est pas aussi... sauf quand on les invitait. Nous, quand on faisait des simus, on les invitait. On les invitait, ils venaient voir à peu près comment ça se passe. Panne, des trucs, de mécanique, le backup, les ceci, sur 330, hein, je te dis. Hein. Surtout quand il y avait des gens qui étaient en formation à Paris, et que nous, on était à Simaero, et qui venaient. Et ils assistaient à ça. Et ils voyaient de leurs propres yeux les systèmes qu'ils touchent et qu'ils maintiennent pendant tout le long de leur process, comment ils réagissent ces systèmes quand ils tombent en panne. Mais si tu dois faire ça, c'est pas une question de chaque formation. Le pilote aussi, il a une formation spécifique. C'est l'application des procédures, piloter ses avions, et ça s'arrête là. D'ailleurs, on a interdiction de toucher, par exemple, le 3e FMJEC, où il y a la CMS, tout ce qui touche la mécanique, enfin, la maintenance. Il y a même une flèche maintenance. Tu n'as pas le droit d'y aller là-bas. Même pour les tests au sol. Tu appelles le technique. Parce que c'est comme ça. Quand tu rentres dans un bloc chirurgical, tu as le chirurgien, le résident, l'anesthésiste, le truc. Alors, si, par exemple, le chirurgien doit faire aussi des études d'anesthésisme, regarde, il y a l'infirmière. Chaque métier est spécifique. Voilà. J'ai vu une fois, on était en Afrique du Sud pour acheter un A320 et j'étais avec des techniciens de Lufthansa Technique. On était en train d'inspecter cet avion et tout ça. Et justement, ils sont rentrés dans ce 3e computer dans lequel ils prennent les données. Alors là, pour des pilotes, ça serait assez affolant. Parce que par exemple, je me souviens, on avait sorti les volets et dans ce bloc-là, on avait les braquages exacts des volets. Et on s'aperçoit que les volets, il y avait une petite discrepancy. Il y avait peut-être 1 degré de différence entre les volets droits et volets gauches. Par exemple, ce qui, pour un pilote, pourrait constituer un problème. Alors que techniquement, c'est pas un problème, c'est dans les tolérances. Donc tous ces trucs-là,
sous ces trucs-là. C'est pour ça que ce que vous dit Nordine est parfaitement vrai. Il ne faut pas aller jeter là-dedans. Chacun a son métier. Eux, ils ont besoin de ces informations. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, tant que c'est vert, les volets sont bons, c'est bon. Maintenant, qu'ils ne soient pas tout à fait pile poil, ça fait partie de la cuisine de l'avion. C'est pas un problème. Par contre, ce que nous avons toujours fait, nous, les pilotes, c'est lors des escales, lors des night stops, etc., lorsqu'on est en équipage, qu'on discute, etc., très souvent, on parle de l'avion, on répond aux questions que les PNC peuvent nous poser sur tel ou tel truc, qu'est-ce qui peut se produire, on leur explique éventuellement si on a eu un problème, on leur explique ce qui s'est passé, etc., de manière justement à dédramatiser et qu'ils améliorent leur culture aéronautique de manière à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Oui, le mec venait pendant un long vol qui m'a Pékin. Il nous est arrivé de sortir, c'était un vol de 12 heures à peu près, pendant les 4 heures. Donc, il nous est arrivé de sortir le manuel d'exploitation, de le poser et d'en discuter. Et on ramène le chef de cabine. Après lui, il fait des briefings avec les PNC. Et on parle de trucs dont tu ne peux pas imaginer, en dehors du fait qu'il y a la gestion du vol, celui qui est en train de gérer et qui est en train de discuter. Et tu sais, c'est énorme, c'est énorme. Tu vois, je te jure, c'est énorme quand tu discutes de ces trucs-là. Mécanicien kiff-kiff, quand on avait des convoyeurs, moi j'appelais le mécanicien, je lui dis, voilà, le 3e FM check, voilà, il y a des trucs, est-ce qu'au son je peux faire, par exemple, le test de ça, de ça? Il me dit, Captain, il vaut mieux pas, parce que voilà, c'est des timings, c'est des trucs et tout. Mais je lui dis, quand on arrive, quand on a le temps avant de partir, tu me fais tel test. Et on faisait. Donc, c'est pas pour le faire moi, c'est pour savoir comment. Je te donne un autre exemple. Sur le transatlantique, les mécaniciens checkent les HF en dehors des satellites, sur une aire bien précise. Ensuite, il te met, comment on appelle ça? Il te met HF vérifié, et il te vérifie les MERLEC, l'emergency ELEC. Dans le cas où tu perds toute l'électricité, elle va se mettre en branle, elle est alimentée par l'hydraulique, etc. Et ça tourne et ça. Mais pour faire ce test-là, c'est énorme. Et moi, les mécaniciens m'ont appris à le faire. Et je posais la question technique avant de faire, par exemple, le Montréal. Je disais, est-ce que vous avez fait les merdes? Ah, capitaine, on appelle. Bon, ça doit se faire, mais ce n'est pas un truc, c'est recommandé, pas obligatoire. Quand on sait que ça fonctionne, ça fonctionne. Et j'ai appelé le gars et on le faisait ensemble. Et ça nous intéressait, parce que, comme disait JB, le gars, quand il rentre faire pilote, et qu'il a bien conseillé plusieurs fois aux gens, il leur a dit, si vous voulez faire pilote, allez, quand vous êtes pilote, nouveau pilote, allez dans les hangars. Allez dans les hangars. Ça mange pas de pain, tu as du temps, on va Justement, Nordine, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que moi j'y pensais encore hier. Oui. Je me disais, est-ce qu'éventuellement, on pouvait prendre la formation sous un autre angle? C'est-à-dire, au lieu de commencer par tout ce qui est, bon, la formation de pilote, j'entends, hein, la formation de pilote, j'entends. Est-ce que connaître l'avion de fond en comble? Attends, je t'arrête tout de suite. Le pilote n'a pas à connaître le fil à fil. L'utilisation rationnelle des systèmes et logique des systèmes lui suffit. Le fil à fil, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, tu m'as pas compris, Nordine. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais te dire, bon, est-ce que, éventuellement, la personne qui se forme en tant que pilote, c'est-à-dire commencer la formation par un autre biais, c'est-à-dire connaître l'avion dans sa mécanique, dans son avionique, etc., pourrait lui permettre et de devenir pilote d'abord et d'une, et de, ma foi, prendre la formation sous un autre angle. Connaître l'avion tout d'abord, puis par la suite continuer. Mais la formation de pilote, c'est ça. De quoi il s'agit? La qualification de type, la QT, la qualification de type, c'est justement connaître l'avion. Connaître comment il fonctionne, comment il est fait, comment il fonctionne, l'avionics, le cockpit,
la disposition des breakers, etc., etc. Ça, c'est, bien sûr, il le fait, le pilote. C'est pas, mais il va pas monter dans un avion pour aller le piloter seulement. Le handling, c'est le dernier truc. C'est comme si, par exemple, tu me disais, tu veux faire de l'équitation, avant de monter sur un cheval, eh ben, il faut le bichonner, il faut le faire. Quand on a fait l'aéroclub, on partait à 4 heures du matin, on lavait l'avion. On lavait le petit avion à 4 heures du matin, à 8 degrés, 6 degrés à l'aéroclub. Donc, on mettait le lave-gas, donc avec le froid et tout. Donc, on connaissait un petit peu le truc. Donc, ça, tu es obligé. Quand tu fais QT, tu le fais. Quand tu fais le QT, tu fais CBT, sur ordinateur, tu vas travailler tous les systèmes. L'avionique, ceci, les moteurs, tout, sa mécanique du vol, comment il est constitué, comment il fait, comment il vole, bien sûr, tu vas le savoir tout ça. Et tu fais sa formation. Ensuite, tu fais la partie pratique sur simulateur et pratique en vol. Voilà. Mais ça, bien sûr que ça existe dans la formation. Maintenant, on parle de gens qui sont intéressés, à titre personnel, d'aller dans les hangars pour s'intéresser à ces chaînes de démontage de moteurs, comment c'est tu sais, quand tu vois un réacteur, un GE, un réacteur General Electric, صاحبي, quand tu le vois, tu te dis, ah, صاحبي, بس بتشيك يقول لك صاحبي ده كان مخلوع, c'est pas possible. On en a parlé de ça, Nordi, souviens-toi. On avait dit qu'il y a beaucoup de pilotes. Toi, tu le faisais de temps en temps, me semble-t-il. Il y en a quelques-uns qui le faisaient, qui passaient au hangar de temps en temps. Oui, Beaucoup de pilotes ne le font pas. oui, oui. Farid, moi je te garantis juste un truc, que même si tu vas lire le manuel des techniques hein, d'un moteur ou de n'importe quel système d'un avion sur un manuel, tu ne vas jamais le comprendre comme si tu vas dans un hangar C'est et vrai, le c'est vrai. mécano, il va t'expliquer comment on fait ça et comment il fonctionne et tout et tout. Tout à fait d'accord, oui. Moi, Pratique et théorie. je pars souvent à l'hangar quand il y a Charlie 3. J'assiste à ces maintenances, ces séances de maintenance et on apprend vraiment, vraiment beaucoup. Et crois-moi, moi personnellement, quand on comprend les systèmes du moteur, c'est comme si que quand on est dans l'avion et on vole, on a une communication à C'est avec le travers les moteur. manettes ou à travers. C'est comme si qu'on communique avec le moteur ou le système. D'ailleurs, pour finir avec ça, pour finir d'ailleurs, même le live, si tu as la possibilité un jour de demander une autorisation, Farid ou la, je sais pas, ou la Maïli ou la, Oui, oui, oui. des trucs, d'aller assister à une check-C. C'est difficile, mais une check-C, Est-ce que c'est possible? il faut vraiment une demande bien spécifique, où là, tu dois être introduit par des mécaniciens, il y en a avec un laissez-passer spécial. Mais bon, tout est possible quand c'est bien demandé. Quand tu vois cet avion décortiqué, Ouais. mis à nu, jusqu'au câblage, c'est des kilomètres et des kilomètres de câbles dans ce De câble. kilomètres, des kilomètres. Messieurs, Farid, Merci. le chat, merci beaucoup. Nordin, je te donne juste une information à propos du 737. Ouais. Ton câblage, il contient un peu plus d'1 kilo d'or. Oui, oui, oui. Ouais. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à braquer l'avion. Bon, un pilote dans 60 000 euros, c'est pas beaucoup. Merci à tous. Allez, merci à tous. Merci, Nordi. Captain. Merci, Taha. Merci, Bonne soirée à tous. Merci le chat. Bonsoir tout le Merci monde. Farid, merci pilote. Au revoir, Captain. Ciao. Salut, salut.